Chambre d'un aristocrate. Une fille en robe était allongée sur des oreillers. Au-dessus d'elle se trouvait une brune. Le gars rapprocha son visage. Et il assura que Linnea ne pouvait même pas imaginer depuis combien de temps il attendait ce moment. Les ressorts du lit craquèrent sous le double poids du couple. Et dans les yeux de la jeune fille, il y avait de la prière et de la peur. Le jeune homme ôta précipitamment sa chemise, révélant son torse sculpté et musclé. D'un mouvement brusque, le partenaire déboutonna la robe de la femme brune, exposant ainsi ses épaules. Linnea se figea, confuse, mais bientôt elle tendit la main vers sa poitrine. La brune commença avec enthousiasme à embrasser ses doigts. Le gars posa la paume sur sa joue. Il regarda Linnea avec ses yeux rouges. Le partenaire a attrapé fermement la fille par la cheville, la pressant fermement contre sa cuisse, pliant en même temps son genou. Sa main glissa plus haut sur sa cuisse et sous sa robe. Le tissu des vêtements de la jeune fille bruissait. Il y a eu un déclic. Une lanière de cuir épaisse et large était attachée à un petit cadenas en acier sur la jambe de Linnea. Les pupilles de la fille se sont rétrécies. La femme aux cheveux bruns se leva brusquement. Elle était complètement confuse et balbutiait en demandant d'attendre. Par la suite, la jeune femme a précisé si cette action avait été réalisée sur ordre de son père. Linnea détourna le regard et réfléchit. Après tout, elle a accepté ce mariage uniquement parce qu'elle voulait passionnément survivre. Puis notre héroïne resta triste, les yeux verts baissés. Elle portait une modeste robe blanche, mais cette union n'apporta à la jeune fille qu'une douleur insupportable. Une brune en monocle se pencha sur Linnea et lui caressa la joue. Glissant plus haut sous la robe le long de sa cuisse, l'homme attacha la bretelle avec un cadenas, en la faisant claquer bruyamment. L'homme serra Linnea dans ses bras et la tint par le poignet, la regardant dans les yeux. Dans cette famille, la fille était étroitement liée aux chaînes de la famille. La main de l'homme attrapa une épaisse corde. Linnea se détourna, effrayée. Mais l'homme aux larges épaules et aux cheveux bruns attrapa le bord et le tint fermement, ne lui permettant pas d'offenser la jeune fille. Alexis est devenu son seul salut, le cou de Linnea présentait une nouvelle blessure, et les lèvres du gars étaient également couvertes de sang. Ils se regardèrent dans les yeux. Même s'il s'agissait de créatures complètement différentes, elle ne pouvait s'empêcher de tomber amoureuse de lui. Le jeune homme mordit le cou de la femme aux cheveux bruns. Elle le tenait par les épaules. Les cheveux d'Alexis sont devenus blancs et son corps a tremblé. Le gars s'est éloigné et lui a demandé comment elle pouvait les aimer. Linnea frissonna involontairement, ouvrant de grands yeux. La fille a demandé à nouveau. Le gars qui lui a bandé la jambe pensait qu'il n'était pas du genre à mériter l'amour. La blonde, le regardant directement dans les yeux, assura à Linnea qu'ils étaient trop différents de ceux-là. Il y avait des traces de blessures sur le cou de la jeune fille. Son interlocuteur ne pouvait pas appeler ce vil désir de posséder l'amour. Le blond s'assit à côté de lui. Il tenait doucement la main de Linnea. Et il lui a assuré qu'il n'était pas trop tard pour changer d'avis. Le gars a regardé par la fenêtre et a assuré qu'elle devait s'enfuir d'ici. Une brune au torse nu se dressait au-dessus de la jeune fille. Sa respiration était rapide. Linnea lui serra l'épaule avec sa main. Elle a demandé d'arrêter. Après tout, s'ils étaient pris de cette manière, des problèmes pourraient survenir. Et elle a rappelé qu'ils formaient une seule famille. La femme aux cheveux bruns pensait qu'il n'aurait pas dû faire cela. Le gars la regardait avec les yeux rouges. Et il commença à caresser les cheveux de sa compagne. La tenant par le cou, le brun pencha son visage vers la jeune fille. Il a assuré à Linnea qu'il ne l'avait jamais, pas un seul instant, considérée comme faisant partie de sa famille. Sous la pression de sa main forte, la manille de la serrure craqua. Le mécanisme tinta avec un bruit métallique. La brune se pencha sur la jeune fille. Elle était confuse. Le partenaire commença à l'embrasser passionnément, la serrant fort contre lui. Notre héroïne marchait avec audace et gaieté le long du chemin de pierre. La jeune fille était vêtue d'une robe moelleuse à volants, et à ses pieds se trouvaient de simples chaussures en cuir. La femme aux cheveux bruns se tenait sur le talus, admirant le navire amarré. Ses cheveux étaient soufflés par la brise marine, et dans ses mains, elle serrait la poignée de sa valise. Le jour est enfin arrivé. La jeune fille était très habituée à sa ville. Elle retint son souffle tandis que les sacs étaient chargés sur le navire le plus proche de la jetée. Mais elle doutait encore qu'un jour il y ait une raison de revenir ici. Il y a 15 ans, un homme a amené une fille dans sa famille. Il a demandé à sa fille de dire bonjour à Linnea. Et il affirmait que désormais elle vivrait avec eux. Salua timidement la petite fille. Mais la blonde capricieuse n'a pas voulu supporter la décision de son père. Elle a exigé qu'elle rentre chez elle. Le père, d'un ton conciliant, assura à la jeune fille que Linnea n'avait plus de maison où elle pourrait rentrer. Lorsque notre héroïne est devenue orpheline, son oncle l'a accueillie,
Et à partir de ce moment-là, chaque jour, seul le travail d'esclave pour sa guilde commerciale l'attendait. Mais maintenant, la jeune fille a finalement laissé tout cela derrière elle. Les gars des débardeurs du port ont reconnu Linnea. L'homme aux cheveux bruns fut surpris de la véracité des rumeurs. Un autre homme considérait que les dirigeants de la guilde étaient aveuglés par l'argent. 3 personnes appelèrent à l'unisson la femme aux cheveux bruns. Elle regarda par-dessus son épaule avec surprise. Les débardeurs se rapprochèrent de Linnea, et ils lui ont demandé si c'était vrai qu'elle allait vers le nord. La jeune fille pensa tristement qu'elle avait si désespérément rêvé de monter à bord d'un des navires amarrés dans ce port et de quitter cet endroit pour toujours. Linnea, souriante, confirma donc la véracité de ces rumeurs et leur a joyeusement dit au revoir. Elle a annoncé qu'elle partait pour se marier. Aujourd'hui était le jour où son rêve était destiné à devenir réalité. Notre héroïne roulait dans la cabine de la calèche. En regardant par la fenêtre, elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait atteint le nord. Elle se sentit soudain triste pour une raison quelconque. Linnea espérait vraiment que cette décision était la bonne. Mais la jeune fille était également sûre que si elle était restée dans le sud, sa vie n'aurait jamais changé. La voiture grondait et craquait, et le passager regardait les uns après les autres des paysages sans fin par la fenêtre. Au coucher du soleil, la voiture arriva à la porte. La femme de chambre appuya sur la poignée de la porte. Le verrou s'enclencha. La jeune fille tendit la main à la maîtresse, l'aidant à descendre des hautes marches de la cabane. Une brune confiante se tenait un peu à l'écart. Elle salua Linnea. Et elle s'est présentée comme la servante du domaine Matei, Sophia. Le nouveau venu l'accueillit avec une légère hésitation. L'accueil a assuré que ce serait bien de discuter ici, mais qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire. Et elle a demandé la permission de l'emmener à l'intérieur. La brune ordonna sèchement à la servante Margaret de ne pas rester les bras croisés, mais d'aider la dame à porter ses bagages. La jeune fille a pris la valise de l'invité. Linnea protesta. Mais elle a dit que désormais son rôle serait de gérer les domestiques. Sophia a rappelé qu'après tout, la dame allait bientôt devenir comtesse. Notre héroïne a été interloquée par ces propos. Linnea sourit et hocha la tête avec compréhension. La brune a dit qu'au rez-de-chaussée, il y a une salle à manger et des salles de bain. Et au deuxième, selon elle, se trouvaient un bureau et une chambre parentale, partagée par elle et son futur mari. Linnea était surprise de partager une chambre avec quelqu'un. Souriante et un peu gênée, la jeune fille demanda à lui parler du Seigneur. La servante Sophia a assuré qu'il était strict et attentionné. Et elle a insisté sur le fait qu'elle ne s'inquiéterait pas trop. La brune, claquant des talons, s'approcha de l'invité. Elle assura que Linnea avait besoin de se souvenir de quelque chose. En aucun cas, vous ne devez monter au 3e étage sans autorisation. Sophia sourit et dit qu'il y avait là une chapelle et un bureau de maître, assurant que tous les domestiques évitaient ces lieux si possible. La jeune fille a assuré qu'elle comprenait et qu'elle essaierait de s'en souvenir. La femme de chambre a dit que l'invité devait maintenant être prêt. Avant son arrivée, Linnea avait déjà reçu le message. Étant donné qu'il s'agira d'un mariage de convenance, toutes les formalités seront accomplies dans les plus brefs délais. Linnea était assise dans la salle de bain et un serviteur se tenait à proximité, tenant sur un cintre la robe préparée pour la cérémonie. La future mariée a demandé si elle pouvait se préparer. En regardant la robe de mariée très modeste, la jeune fille fut déçue. Elle ne s'était jamais attendue à ce que ce soit comme ça. La femme de chambre a demandé si la dame pouvait vraiment se laver, s'habiller et créer elle-même sa propre image. Elle frémit involontairement. Sophia a estimé que ce n'était pas la décision la plus sage le jour de son mariage. Et elle a demandé s'il ne valait pas mieux recourir à leur aide. Linnea se souvint des paroles de la servante selon lesquelles son rôle était de gérer les domestiques. Après tout, la dame allait bientôt devenir comtesse. La jeune fille se contracta involontairement et baissa la tête, permettant au serviteur de la laver. Après s'être habillée, Sophia a commencé à se maquiller comme sa maîtresse. Elle a demandé à la jeune fille de lever les yeux et de ne pas fermer les yeux. La servante, tenant la mariée par le menton, lui demanda de lui faire confiance. Et Linnea pensait ressentir de l'inconfort et même de la douleur. La brune trouva que c'était bien que la cérémonie ait lieu de nuit. Elle ne s'attendait pas à ce que l'aristocrate soit aussi maladroit avec la poudre. Et la mariée ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Linnea a demandé si c'était une tradition dans le Nord d'organiser une cérémonie de mariage après le coucher du soleil. La femme de chambre a répondu que ce n'était pas rare ici en raison des journées extrêmement courtes. Sophia a fait valoir qu'il n'y avait aucune raison pour eux d'inviter de nombreux invités et d'organiser une somptueuse fête en plein milieu de la journée. La femme aux cheveux bruns agrippa l'ourlet de sa robe.
La servante rapporta que le mariage avec un roturier n'était pas un motif de fierté. La jeune fille se releva brusquement, renversant la chaise sous elle. Il tomba au sol avec fracas. Mais pas un seul muscle ne bougeait sur le visage de Sophia. La jeune fille se dit qu'elle n'aurait pas dû pleurer. Et elle dit à la bonne, en détournant le regard, qu'elle avait oublié quelque chose. En partant, elle a assuré qu'elle reviendrait dans une seconde. Linnea pensait qu'il était impossible de dire que la servante avait tort. Mais il fallait qu'elle s'amuse à se moquer de la mariée. Après avoir ouvert les portes, la femme aux cheveux bruns est entrée en collision avec un homme dans l'embrasure de la porte. Elle a crié involontairement. Mais aussitôt reculant brusquement, Linnea perdit l'équilibre. La brune l'attrapa adroitement par la taille. Ils se retrouvèrent face à face. Le gars regarda l'homme aux cheveux bruns avec des yeux rouges bridés. Les joues de Linnea devinrent rapidement rouges à cause d'une telle proximité. Elle a complètement oublié tous ses soucis. Le silence entre le couple s'allongea légèrement. La dame se demandait qui pouvait être ce bel homme. S'éloignant enfin de l'excitation qui l'avait saisie, la jeune fille commença maladroitement à marmonner quelque chose. Se penchant, elle s'empressa de retirer ses mains qui reposaient sur la poitrine du jeune homme. Ensuite, Linnea a commencé à s'excuser à la hâte. Lorsque la femme aux cheveux bruns recula, elle ressentit soudain une légère douleur. Au début, elle ne comprit pas ce qui s'était passé. Il s'est avéré que la jeune fille s'était accrochée aux cheveux sur l'un des boutons de la chemise de la brune. Elle a commencé à marmonner quelque chose d'incohérent disant qu'elle était vraiment désolée. Complètement gênée, la jeune femme tendit la main vers sa poitrine et démêla précipitamment ses cheveux. Il y avait une trace de rouge à lèvres sur la chemise blanche comme neige. Interrompant toutes ses tentatives pour libérer les cheveux blonds, le jeune homme toucha la main de Linnea. De ce contact presque en apesanteur, le visage de notre héroïne rougit encore plus. Et même si à ce moment-là, ses mains étaient froides comme de la glace. Malgré tout cela, son toucher restait doux et pur comme la neige. Dans un silence absolu, le jeune maître souleva délicatement la tête de la blonde par le menton. À cause de cette simple action, le cœur de la jeune fille manqua un battement. En raison de la tendresse manifestée, des soupçons ont commencé à s'installer parmi la jeune femme. Elle a suggéré que cet homme taciturne était peut-être son mari. Finalement, le monsieur décida de rompre la pause silencieuse. Il a demandé à lui pardonner. Puis il expliqua que son père ne tolérerait pas le rouge à lèvres taché. Après cette phrase, le visage de Linnea fronça légèrement les sourcils en signe d'incompréhension. Elle se demandait ce que le gars voulait dire par là. Finalement, Milady vit un beau chiffon jeté sur le coude du jeune homme. Elle devina que c'était une robe de mariée. À ce moment, Sophia rompit le silence gênant. Se tournant vers la brune, la servante a exprimé sa gratitude pour le fait que M. Alexis ait aidé la jeune fille. Par conséquent, sa belle-mère viendra désormais à l'heure et sans délai à la cérémonie. Merci à lui. La femme aux cheveux bruns faillit crier à ce moment-là. Désormais, tous les mots étaient clairs. La dame a deviné qui était ce type. À ce moment-là, alors que la brune se tenait à côté du jeune homme, Linnea réalisa qu'il n'était pas son mari. Il n'était que le fils de son futur mari. Ou plutôt, il allait bientôt devenir son beau-fils. Se penchant vers la dame très gênée, Alexis lui demanda à nouveau pardon. Après cela, il a décidé de partir et de ne plus intervenir. Sans se retourner, la brune a déclaré qu'ils se reverraient dans la salle de cérémonie lorsque la mariée serait complètement prête. Se retournant, le jeune homme, sans attendre de réponse, se dirigea vers la porte d'entrée afin de laisser les filles. Des pas lourds se firent entendre. Milady a juste regardé le gars avec langueur pendant un moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Un claquement sec de la porte se fit entendre. Le monsieur est parti. Sophia a demandé à la fille s'il était vraiment bon. Après cela, la brune a déclaré qu'en effet, beaucoup de gens étaient surpris qu'elle soit l'héritière de la maison Mattei. Après tout, ce magnifique gentleman qui a mis Linnea dans une position inconfortable était très jeune et incroyablement beau. La brune se déshabilla. Son corps était musclé et sculpté. En fait, il y avait beaucoup de femmes avant la comtesse. À ce moment-là, le regard du monsieur s'arrêta sur l'empreinte de rouge à lèvres sur la chemise. Après le mariage, de nombreuses femmes se sont permises de regarder dans la mauvaise direction, se laissant emporter par les garçons. Cela dit, la femme de chambre a demandé ce que Miss elle-même en pensait. Pensait-elle que M. Alexis était également attirant? Mais elle n'eut pas le temps de finir de parler. La femme aux cheveux bruns interrompit Sophia, arrêtant le flux de ses pensées. Et elle a assuré que ce n'était pas un sujet de conversation approprié pour elle avant le mariage. Légèrement surprise par un changement de sujet aussi soudain, la servante ne discuta pas.
La dame voulait qu'il se concentre sur sa préparation bien avant la cérémonie. Souriant de manière stéréotypée à Madame Sophia, elle était d'accord avec elle. Elle a dit qu'elle avait raison. C'était déjà le soir. Linnea se tenait dans sa robe de mariée, pensant à quelque chose qui lui était propre. La grande salle était pratiquement vide. La femme aux cheveux bruns tenait dans ses mains un petit bouquet de délicates fleurs blanches. Mademoiselle était heureuse de se marier enfin. La sortant de ses pensées, les pas de quelqu'un se firent entendre derrière la jeune femme. Se doutant que c'était son futur mari qui était enfin arrivé, Madame se tourna rapidement vers le son. En examinant rapidement la brune qui arrivait de la tête aux pieds, la dame réalisa qu'il s'agissait du comte Édouard Mateille. En comparant l'homme avec son fils, elle se demanda si tous les membres de la famille avaient les cheveux noirs et les yeux rouges. L'atmosphère autour de lui était complètement différente de celle d'Alexis. Le comte était vêtu d'un costume soigné. Il salua sa future épouse, Miss Linnea. L'idée a traversé l'esprit de notre héroïne que cet homme deviendrait son mari. Selon les règles de l'étiquette, relevant le bas de sa robe, Milady s'inclina en faisant une révérence. Et puis il salua timidement son maître en réponse. La brune a assuré avoir entendu dire que la jeune fille avait déjà rencontré son fils la veille. Linnea balbutia et confirma cela. Après avoir regardé le sol, la femme aux cheveux bruns a commencé à s'excuser en disant que ce n'était que pour un court instant. Interrompant le discours incohérent de la jeune fille, le comte lui saisit le menton avec sa main et releva le visage de sa future épouse. Le marié était très grand, beaucoup plus grand que Linnea. Il plissa les yeux et réfléchit à quelque chose. Ensuite, la brune a dit que c'était vraiment incroyable. La dame ne comprenait pas ce qui se passait. Des mots ont été entendus selon lesquels il comprenait maintenant pourquoi son fils Alexis avait dit cela à propos de la dame. En se souvenant de ce mystérieux jeune homme brun, notre héroïne ne savait pas ce qu'il pouvait dire à son père à son sujet. Finalement, le comte libéra le visage de la mariée de ses mains tenaces. Linnea détourna le regard avec inquiétude. Se tournant vers le passage, la femme aux cheveux bruns aperçut un jeune homme debout. C'était Alexis. La question dans sa tête était de savoir ce qu'il pouvait dire à son père à son sujet. S'adressant à Miss par son nom, ce qui la fit tressaillir, le comte continua de dire quelque chose. La vieille brune a proposé de commencer enfin la cérémonie tant attendue. L'esprit de ma femme était plein de questions. Tous les mariages aristocratiques étaient-ils vraiment comme ça? Le prêtre agita l'encensoir. La jeune fille toussa un peu à cause de l'odeur de l'encens. Elle pensait qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur cette question, en raison de la complexité des traditions de mariage de la famille Mateille. Mais elle n'a pas eu le temps d'y penser. À ce moment-là, son mari lui tendit la tasse. Il n'y avait pratiquement pas d'éclairage à ce moment-là. Le brun a prononcé un discours traditionnel, tenant une coupe dorée à la main. À la fin, il dit solennellement que le sang de Dieu les lierait par des liens solides. En regardant dans le verre, notre héroïne a vu un liquide écarlate brillant éclabousser visqueusement. Prenant la tasse de boisson avec ses mains, la couleur sanglante après les paroles du maître suscitait des doutes. La boisson ressemblait exactement à du sang. Mais c'était leur tradition. La jeune fille but une gorgée sans hésitation. Alors que le liquide coulait dans sa gorge, la dame réalisa de quoi il s'agissait. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Se raclant un peu la gorge, Lady Linnaeus recula instinctivement légèrement. Elle se couvrit la bouche d'horreur et réalisant ce qu'elle venait de boire. Cela n'avait pas du tout le goût du vin. Le comte, planant au-dessus de la jeune fille, remarqua sa réaction. Touchant le visage de la mariée, il lui demanda si tout allait bien. Le visage de l'homme ne montrait aucune émotion. C'était absolument calme. Un ton froid demanda si la dame voulait arrêter la cérémonie. Regardant avec horreur ses yeux rouges, son esprit cria, niant le désir d'être ici. Cependant, madame a pensé aux conséquences. Que pourrait-il arriver si elle refuse maintenant? Après tout, elle pourrait être contrainte de retourner chez son oncle. Les mains de Linnea tremblèrent, remuant un peu le liquide. Elle a exprimé sa volonté de continuer d'une voix calme. Reposant le verre sur ses lèvres, la mariée but le liquide. Avant cela, assurée que tout était en ordre, Linnea s'est rappelé comment elle était assise dans la voiture et s'est rendue compte qu'elle était venue ici sans s'attendre absolument à une vie heureuse et joyeuse. Avec horreur, la femme aux cheveux bruns réalisa sa situation. Mais la jeune fille espérait que tout irait bien pour elle. Après avoir finalement vidé le verre jusqu'au fond, Linnea le retira de son visage. Mais elle ne lâcha pas ses mains. S'essuyant la bouche des restes de boisson avec le dos de sa main, elle s'assura hardiment que tout allait bien. Observant le caractère décisif de la dame qui se tenait devant lui, le duc sourit de contentement. Prenant la main de sa femme dans la sienne, il commença à mettre la bague.
Avec la bénédiction de Thiab, il les déclara mari et femme. Un léger bruissement se fit entendre. Le visage du comte se rapprocha de Linéa. Le mari a assuré qu'il était infiniment heureux. Il était heureux que la fille aux cheveux bruns fasse partie de leur famille. Il a continué à mettre la bague. Lâchant enfin sa main et retirant ses mains, la brune dit simplement qu'elle était devenue sa chère épouse. Pendant un certain temps, la jeune fille en robe de mariée se contenta de regarder son mari. Il y eut un silence entre eux. Baissant à nouveau la tête, la jeune fille hocha légèrement la tête. Elle pensait avoir réussi le premier test après tout. À une courte distance, une brune aux cheveux courts avec M. Alexis regardait tout cela. En participant en tant qu'invité à cette cérémonie, l'idée traversa l'esprit du jeune homme que cette femme était très étrange. En chemin, la dame aurait déjà dû tout voir. Et des terres sans vie, et aussi du bétail malade. Miss Linéa a été vendue au château de Matei, comme toutes ses épouses qui sont apparues ici plusieurs fois avant elle. Pourtant, se remémorant leur récente rencontre, Alexis s'interrogeait sur le regard de la demoiselle. Cette fille a été, comme tout le monde, vendue. Mais pour une raison quelconque, à ce moment-là, ses yeux brillaient si brillamment. Après avoir terminé tout le processus et étant officiellement mariée, notre héroïne, soulevant l'ourlet de sa robe de mariée, s'est dirigée vers la sortie. À un moment donné, le regard de la femme brune s'est posé sur son beau-fils. Le jeune homme frémit à ce regard. Après quoi, sans distraire davantage la belle-mère, il détourna précipitamment les yeux sur le côté. En apercevant cette dame nouvellement arrivée, le cœur d'Alexis s'emplit d'émotion. Il se tenait les mains derrière le dos. Prenant par le bras sa nouvelle épouse, son père se dirigea vers la sortie. Il prit son autre main en coupe. Il y avait dans mon âme un sentiment de lourdeur que je ne pouvais pas décrire. Déjà au milieu de la nuit, après avoir ôté ses vêtements de mariée, madame se trouvait seule dans les chambres obscures. En examinant ses doigts, sur l'un desquels se trouvait maintenant une alliance brillante, pensa la jeune fille. Je me suis souvenu des paroles du mari selon lesquelles il était infiniment heureux que la dame fasse partie de leur famille. Et puis, il l'a appelée ma chère épouse. Dans ses pensées, elle répéta à nouveau le mot « famille ». Soudain, un déclic se fit entendre. À ce son, Linéa sortit de ses pensées et sursauta. C'était inattendu. Une brune se tenait dans l'embrasure de la porte légèrement ouverte. Elle pensait que désormais cet homme était sa famille. Une des mains du comte était derrière son dos. L'autre tenait la porte. Un léger craquement se fit entendre. La pièce était silencieuse à l'exception de ces bruits. Caché dans sa main, il tenait quelque chose qui ressemblait à une laisse, à une extrémité de laquelle se trouvait un verrou métallique. Un mois plus tôt, d'autres événements se déroulaient au loin. Ensuite, la jeune fille portait un panier de linge. Elle a demandé si l'homme voulait la marier. Le monsieur aux cheveux roux était assis à table et écrivait quelque chose sur papier. Il l'a confirmé. Et il a dit qu'après avoir travaillé si longtemps dans la guilde, la jeune femme était loin d'être fraîche. Résignée à son sort difficile, Linéa demanda seulement qui était son mari. Et tout est déjà décidé? Il a assuré que même si l'homme était un peu plus âgé, le futur mari était un aristocrate. La maison Matei était une famille comtale respectée du Nord. Seul le mot « Nord » résonnait dans ma tête. Et aussi la question de savoir pourquoi le comte épouserait quelqu'un comme elle. La rousse sourit malicieusement et rappela que Linéa avait toujours voulu quitter cet endroit. Et elle a assuré qu'elle avait désormais une telle chance, peut-être la seule de sa vie. Tout ce dont ces gens avaient besoin, c'était d'une épouse en bonne santé. Il leur offrait même des titres et des propriétés. L'oncle a donc assuré qu'il était temps pour la jeune fille de rembourser toutes les années pendant lesquelles la famille s'était occupée d'elle. Désormais, la pierre de son alliance scintillait au clair de lune, libérant des reflets. Son mari s'approcha d'elle et se plaça en face d'elle. Il n'a jamais sorti sa main derrière son dos. Il contenait également cette chose avec la serrure. De sa main libre, le comte voulut lui toucher l'épaule. Linéa détourna le regard puis demanda si elle aurait dû se déshabiller. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Finalement, la prenant par l'épaule, la brune remarqua la confusion de la jeune fille. Il a dit qu'elle n'aurait pas dû être aussi nerveuse inutilement maintenant. En raison du fait que son mari était beaucoup plus grand que la mademoiselle elle-même, elle se leva timidement sur la pointe des pieds. Le monsieur a dit à la dame de tout lui laisser. Soulevant brusquement Linéa, il jeta la jeune femme sur le lit, puis il se laissa tomber à côté de lui. Touchant le visage de sa femme, il la regarda attentivement dans les yeux. Les joues de la femme aux cheveux bruns étaient légèrement rouges d'embarras. Le visage du comte se rapprocha encore davantage. Mais à un moment de ces préliminaires, sa jambe trembla. La dame a réalisé que quelque chose n'allait pas à ce moment-là.
Les yeux rouges de son mari l'observaient avec avidité depuis l'obscurité. Elle expira brusquement à cause des sensations. Une des mains du brun glissa le long de la jambe de la dame allongée devant lui. Il y avait quelque chose de froid là-bas. Ressentant une légère douleur lancinante, la comtesse ne comprit pas quel genre de chose s'était cassé là. Ouvrant brusquement ses charmants yeux d'horreur, elle était complètement enveloppée par une peur animale quant à ceux qui pourraient arriver ensuite. Repoussant la brune, la jeune fille balbutia et commença une phrase, lui demandant ce qu'il faisait. Saisissant immédiatement la main de Linné, le comte Matei demanda à sa chère épouse si elle avait déjà oublié les conditions de leur mariage. Après quoi il lui expliqua que son oncle n'était pas du tout opposé à accepter son argent. Méfiante, Milady frémit. Se penchant vers le visage de la jeune femme, le comte posa la question de savoir ce qui, à son avis, pourrait lui arriver si elle ne faisait pas face à ses responsabilités conjugales. Consciente de la tragédie de la situation, Linéa réalisa que son mari avait raison. Et en se remémorant son enfance dans une petite pièce, elle s'est rendue compte qu'il pourrait aussi la forcer à retourner dans le sud. Et si cela se produisait la nuit, alors une vie terrible l'attendrait à nouveau, comme cette petite fille. Remarquant le doute dans les yeux de sa femme, le brun lui demanda s'il pouvait encore continuer le travail qu'il avait commencé. Sa paume que tenait la brune se détendit involontairement, acceptant son sort. La jeune fille acquiesça. Il y a eu un déclic. Le verrou de sa jambe était définitivement et irrévocablement fermé. Il n'y avait pas de retour en arrière pour notre héroïne. Ayant terminé le travail et se penchant vers l'oreille de Linéa, l'homme murmura que tout allait très bien maintenant. Ensuite, la brune s'est éloignée comme une fenêtre, et il a assuré qu'il n'attendait pas grand-chose d'elle. Il espérait seulement que sa femme resterait immaculée et pieuse, comme il sied à une comtesse. Sa voix résonna à nouveau dans la tête de Linéa. Que la jeune fille reste chaste et pieuse. S'appuyant sur un livre un peu vieux posé sur la table, le comte dit que sa femme avait dû entendre parler de la foi en Tiaba. Elle a répondu qu'elle savait seulement qu'elle était suivie dans l'empire inoléique. En réponse, la femme aux cheveux bruns entendit la voix sévère de son mari. En regardant la jeune fille assise sur le lit, il dit que la dame avait tellement de choses nouvelles et inconnues à apprendre. La brune s'approcha de la dame. Bégayant, elle s'excusa. L'homme sourit et lui assura qu'elle n'avait rien à craindre, et que Sophia aidera la dame dans tout ça. Prenant le livre que le mari de Linéa lui tendait, il examina l'étrange couverture. Elle a entendu dire que le comte était sûr qu'il deviendrait une merveilleuse famille. Mais ensuite la brune a ajouté « ce qui suit ». Pour qu'ils deviennent une famille, il leur suffisait de trouver une seule fois. Après ces mots, le cœur de la dame se serra. Ayant reçu le statut officiel de comtesse, Linéa était déjà assise dans la salle à manger en plein jour. Une femme de chambre se tenait à côté d'elle avec Sophia. Une véritable tristesse était inscrite sur le visage de notre héroïne. Elle se contenta de pousser indifféremment le plat devant elle avec sa fourchette. Remarquant que pendant tout le repas la femme aux cheveux bruns n'avait pas mangé un seul morceau, la servante lui demanda si la nourriture était à son goût. Là, elle a commencé à trouver des excuses. Baissant la tête, Linéa posa la question. Elle voulait juste savoir si le maître ou quelqu'un d'autre la rejoindrait. La brune répondit rapidement. La famille mangeait rarement ensemble. La journée de M. Mattei commençait très tôt et M. Alexis sautait souvent des repas. Souriant nerveusement, la femme brune dit qu'elle comprenait tout. Et j'ai pensé que c'était peut-être mieux que de manger dans un silence gênant. En observant toute cette situation, et sans interrompre la dame, Sophia se souvint soudain de quelque chose. Elle a assuré que M. Alexis recherchait la femme brune. Au souvenir de la jeune brune, la jeune fille se figea presque avant d'atteindre sa bouche. N'ayant rien mangé, la jeune comtesse demanda si Alexis la cherchait vraiment. Elle s'intéressait également à la raison pour laquelle il avait besoin d'elle. Notre héroïne a eu une pensée alarmante. Elle a admis que cela pourrait être lié à ce que le comte lui a dit à propos de son fils et de ses paroles. Sophia, souriante, a demandé si la dame voulait le rencontrer. Inquiète, Milady demande si c'est normal. Et quand j'ai entendu une réponse positive, j'étais heureux. Après avoir réfléchi un peu à l'endroit où le jeune maître pourrait se trouver maintenant, un seul endroit vint à l'esprit de Linéa. Une légère cape tombait des épaules de M. Alexis jusqu'au sol, exposant ainsi son corps. Un beau dos musclé et tonique était visible. La brune elle-même ôta ensuite ses vêtements. À cette époque, M. Alexis ne pouvait passer du temps qu'au même endroit. Miss Sophia a conseillé à la dame de descendre dans le couloir est au premier étage et de trouver 2 grandes portes en bois. Linéa trouva ces portes sans difficulté. Ils étaient en fait énormes et reposaient sur d'énormes charnières en fer. La jeune fille se figea une seconde, puis ouvrit prudemment la porte avec un grincement. Après avoir fait quelques pas,
La comtesse s'arrêta. Elle était enveloppée d'une vapeur qui sentait le soufre. La dame n'arrivait pas à comprendre ce qu'était cet endroit. L'instant d'après, son pied entra dans l'eau. Soudain, une voix aiguë demanda qui était là. Linnea frémit de surprise et aperçut le vague contour d'un corps masculin dans un couple. Elle reconnut la voix d'Alexis. En essayant de sortir sa jambe de l'eau, la jeune fille a commencé à s'excuser pour l'intrusion. La vapeur se dissipa un peu et la comtesse put apercevoir le jeune homme. Ses joues ont immédiatement rougi, alors que le corps nu de son beau-fils n'était couvert que par une serviette sur ses hanches. Ils se regardèrent avec une question silencieuse. Le gars fut le premier à demander ce que la comtesse faisait ici. Linnea a hésité et a commencé à s'excuser en disant qu'un parent la cherchait. La comtesse essaya de reculer d'un pas, mais ses jambes s'emmêlèrent dans la longue jupe de sa robe. Elle chancela et faillit tomber. D'un mouvement rapide, l'homme réussit à l'attraper. Leurs regards se croisèrent un instant. La jeune fille s'échappa de ses bras puissants et s'assit. Elle avait tellement peur et a essayé de s'excuser. Alexis s'inquiétait de son bien-être et de savoir si elle était blessée. Il commença soigneusement à examiner la jambe de la jeune fille. Et il essaya d'enlever la chaussure, mais Linnea haleta douloureusement. La femme aux cheveux bruns s'est empressée d'assurer que tout allait bien, car elle a juste trébuché. Son regard glissa timidement sur le corps masculin nu. La comtesse ne s'attendait pas à voir son beau-fils ainsi déshabillé. Elle détourna les yeux. Le vicomte se leva et s'excusa de sa comparution. Il prenait un bain. Milady fut surprise. Alexis explique que cette pièce contient des bains communs et que la vapeur est générée par le marbre chauffé. Cette méthode de bain a été apportée par un parent étranger. L'homme regarda Linnea et remarqua que la tenue de la jeune fille semblait ici inconfortable, puisque la chaleur et la vapeur étaient utilisées pour nettoyer le corps. Sa seigneurie a essayé de se relever. Mais cela s'est avéré maladroit et la jeune fille est de nouveau entrée en collision avec le vicomte. Il lui a demandé de ne pas bouger. Linnea chancela. Le gars essaya de la retenir, mais ses doigts passèrent sous le fermoir et le détachèrent plusieurs fois avec un crochet. La comtesse frissonna et repoussa le gars, lui assurant que tout allait bien pour elle. Alexis attrapa la main de la jeune fille. Il a dit que si madame voulait rester seule avec elle-même, il valait mieux qu'il la laisse tranquille. Souhaitant profiter du bain, il quitta la pièce. Linnea brûlait de honte. Après que la porte derrière elle ait grincé et se soit refermée, elle s'est laissée tomber sur le sol et s'est couvert le visage avec ses mains. Elle est devenue folle. Soudain, la comtesse fut appelée. Elle frémit de surprise et se retourna. Une femme de chambre se tenait à la porte. Milady a demandé comment Margaret savait qu'elle était là. La jeune fille répondit que M. Alexis lui avait ordonné de prendre soin de madame. La servante remarqua aussitôt que la robe de la maîtresse était mouillée. Elle a proposé de l'aider à changer de vêtements et à toucher les vêtements de l'hôtesse. Linnea frissonna. Elle se souvint de la proximité de son beau-fils. La comtesse s'ordonna de se calmer. Son cœur ne bat comme ça que parce qu'il lui a fait peur. Mais dans mes pensées, il y avait déjà un souvenir de la façon dont l'homme avait endommagé le fermoir au dos de la robe. Et le verre malveillant à l'intérieur disait déjà sarcastiquement que c'était peut-être une pratique normale pour les fils d'aider leur mère à se déshabiller. La femme ralentit à nouveau. Elle ne pouvait pas se laisser distraire. Tenant le fermoir endommagé à l'arrière, Linnea retira la main de la servante et lui dit qu'elle avait déjà fini et qu'elle devait retourner dans sa chambre. La comtesse était encore en train de se calmer. Elle ne devrait s'inquiéter de rien. Elle ne devrait pas se laisser déstabiliser par cela. Alexis entra dans sa chambre et claqua la porte. Une servante était assise sur la table devant lui. Avec une expression malveillante sur le visage, elle lui demanda s'il aimait ça. Le vicomte ne comprit pas tout de suite, mais il devina ensuite. C'est donc Sophia qui a envoyé la comtesse. Il ne comprenait pas à quoi servait cette tromperie. La femme de chambre était une pure innocence. Très directement, elle remarqua qu'il lui semblait que la dame avait faim d'amour familial. La servante s'approcha de l'homme. Elle le regarda d'un air interrogateur et se demanda si la pomme était aussi juteuse à l'intérieur qu'elle le paraissait à l'extérieur. Alexis attrapa la main de la femme alors qu'elle essayait de le serrer dans ses bras. Il ouvrit la porte, fit disparaître la femme de chambre de la pièce et ferma bruyamment la porte. L'homme jura avec colère et frappa l'arbre avec son poing. Le visage et les yeux de Linnea ne quittèrent jamais la tête du vicomte. Il appuya son front contre la porte et décida qu'il arrêterait d'y penser. Linnea s'est assise dans la pièce à table et a lu les écrits de Thiabe. Milady se souvint des paroles de son mari sur son espoir que la jeune fille resterait immaculée et pieuse, comme il sied à une comtesse. La main de la jeune fille se figea alors que la page était retournée. La dame se souvenait de sa rencontre avec le vicomte au bain public.
La comtesse tenta d'analyser le cas et réalisa que, devenue la belle-mère d'Alexis, elle aurait dû agir différemment dans la situation actuelle. Sa seigneurie pensait qu'écrire devrait l'aider à vider son esprit. Après tout, chez Thiabe, la paix intérieure est considérée comme une vertu. Sur la page suivante de la publication, il était écrit que la première lune du repentir se lève et se couche à la veille du 29e. Il est nécessaire de renoncer à tous les désirs pécheurs pour que seule la vérité demeure, dit le livre. La poitrine de la comtesse ressentit un pincement au cœur à ces lignes. Baissant tristement la tête, elle décida que ce n'était que des jeux de son esprit. Devant la fenêtre, il y avait le hennissement d'un cheval et le bruit des sabots. L'étranger s'approchait du domaine. Le comte, son fils et la servante sortirent à sa rencontre. L'homme tira sur les rênes et le cheval hennit de nouveau. Le cavalier sourit au propriétaire. Il s'est adressé au vieil homme comme à un frère et lui a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Le comte regarda sévèrement son frère Walter. Il aurait dû être dans le palais impérial, pourquoi est-il ici? L'homme descendit de cheval et répondit que ce n'était pas le moment de bavarder inutilement. Le vicomte lissa avec colère ses cheveux ébouriffés et dit que les salauds de l'ordre des saints chevaliers brouillaient encore les eaux. Le comte était perdu. Walter a expliqué qu'il s'était méfié des chevaliers qui errèrent dans le nord ces derniers temps. Et lorsqu'ils trouvèrent le village de Silburn, ses craintes furent justifiées. L'ordre envoya un rapport à l'empereur et celui-ci convoqua le seigneur du Nord, Edward Mattei. Le comte devint triste et se couvrit le visage de sa main. Tout s'est passé plus vite que prévu. Alexis rit et demanda à Sophia si elle comprenait de quoi il parlait. La servante haussa les épaules. À cette époque, son Excellence se tourna vers son fils et le nomma responsable du château pendant son absence. Et il m'a aussi ordonné de garder un œil sur ma belle-mère, puisqu'elle n'était pas encore installée. Pensa Walter avec curiosité. Frère s'est retrouvé une fois de plus une nouvelle épouse. Je me demande à quel point la fille est naïve cette fois. L'étranger regarda son neveu avec un sourire et le taquina pour qu'il ne réfléchisse pas trop pendant que la comtesse était loin de son mari. Alexis a regardé son proche avec colère et a répondu que cela n'arriverait pas. Le comte interrompit la querelle entre ses proches. Un long voyage les attendait. Walter accepta. Edward ordonna alors à la servante de préparer la voiture. Linnea observait les hommes depuis la fenêtre. Elle se demandait ce que tout le monde faisait à une heure si tardive. La voiture est arrivée. La jeune fille devina que le monsieur se préparait pour un voyage. Milady se demandait, en regardant à travers la vitre, ce que la maison penserait d'elle. Il n'est peut-être pas approprié que la femme du comte se tienne ici à la fenêtre. Ses doigts tremblaient en touchant le cadre froid. La comtesse prit la lanterne et décida de descendre. La porte d'entrée grinça lorsqu'Alexis entra dans le hall. Il vit Linnea descendre et se dirigea vers elle. La jeune fille regarda avec étonnement son beau-fils monter les marches vers elle. Le gars a rattrapé sa belle-mère et lui a demandé où elle allait. Milady hésita et répondit qu'elle avait vu le monsieur partir et qu'elle voulait donc l'accompagner. Alexis hésita un peu. Il se souvint de son oncle et réalisa que ce serait mal si sa belle-mère le rencontrait. Il a donc dit que ce n'était pas nécessaire. La comtesse a essayé de s'opposer à son beau-fils, car en tant qu'épouse de sa seigneurie, le gars a interrompu la dame et lui a dit que personne n'attend quelque chose comme ça d'elle, mère. Lorsque le vicomte appela la jeune fille comme mère, Linnea rougit et resserra sa prise sur la poignée de la lanterne. Elle essayait de comprendre pourquoi il l'appelait ainsi pour la première fois maintenant. La fille s'est mise en colère et a esquivé le gars. Madame lui a dit de s'en aller. Elle a décidé de partir pour qu'il n'y pense pas. Alexis a dit « non » et lui a attrapé la main. La comtesse laissa tomber la lanterne et elle se brisa en morceaux. Les fragments coupèrent la main de Milady et elle haleta. Alexis est devenu nerveux et a essayé de savoir si sa belle-mère allait bien. Linnea a répondu que ce n'était qu'une petite coupure. Le vicomte prit la main de madame pour vérifier. Un petit filet de sang coulait de la main et coulait sur le sol. Le gars frissonna. Ses yeux devinrent rouges et il se détourna brusquement en chancelant. Un jeune homme s'appuya contre la rampe de l'escalier. Il se pencha légèrement, la main tremblante couvrant sa bouche. La fille a appelé son beau-fils. Il murmura entre ses dents pour qu'elle parte. Linnea resta immobile. Alors Alexis lui cria de se mettre hors de sa vue si elle voulait vivre. La comtesse frémit à ces mots. Linnea était toujours debout dans les escaliers et avait perdu son bras blessé. Le vicomte pouvait à peine se contrôler. Il vacillait. Le beau-fils a demandé à sa belle-mère si elle l'entendait. L'homme descendit les marches et demanda à nouveau à la jeune fille de partir. La comtesse était désemparée. Elle s'assit à côté de son parent et l'appela. Le sang dans les veines du vicomte commença à palpiter de plus en plus à mesure que Linnea approchait. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait.
La jeune fille essaya de lui toucher la joue, mais il réussit à lui saisir la main et à l'attirer vers lui. Alexis était perplexe. Il n'avait jamais ressenti une soif aussi brûlante. La proximité de la comtesse, sa chaleur excitait ses récepteurs. Le vicomte ne put résister et mordit la main de la jeune fille. Le goût de son sang dans sa bouche ne pouvait étancher sa soif. Alors l'homme tira madame vers lui par l'arrière de la tête et se pencha vers son cou. Encore un peu et il serra. Le jeune Mattei sentit presque avec ses dents la peau tendre de la femme. La voix de Linéa le sortit de son oubli. Elle l'appela par son nom. Le vicomte frémit, chassant cette obsession. Alexis essaya de se concentrer sur la comtesse. Elle s'est assise en face de lui, saine et sauve, et lui a demandé comment il se sentait. L'homme essaya de cligner des yeux, tout était flou. La fille l'a rappelé. Mais le seigneur était impuissant. Il ferma les yeux et ses mains tombèrent mollement sur le sol. Alexis se souvient d'un incident. Il y a quelque temps, le comte Mattei et son frère rendèrent la justice. Walter tenait dans ses bras un homme qui implorait grâce. Édouard était implacable. Pour avoir enfreint les règles, il a expulsé le blond incriminé de ses terres. Le vicomte saisit encore plus fort le prisonnier, qui le supplia de ne pas le chasser. Ils ont emmené l'homme hors des murs du château, dans la forêt. Le comte poursuivit son verdict. Le blond ne méritait plus de vivre sous la protection de la société, puisqu'il décidait lui-même de devenir un monstre par soumission à ses désirs. L'homme s'est transformé et s'est échappé des mains de Walter. Il courut vers le seigneur en lui disant qu'il ferait mieux de le tuer. Le vicomte balança sa main et attrapa l'homme par le cou pour que le sang éclabousse un peu les nobles. Les yeux du jeune Mattei brillaient d'un feu prédateur, et ses crocs brillaient dans sa bouche. Il serra encore plus fort le cou du malheureux, disant à quel point il était arrogant. Walter a ensuite soulevé légèrement le coupable, provoquant des secousses dans les jambes de l'homme en l'air. Le comte l'arrêta et lui ordonna de s'assurer que le blond atteigne la frontière en un seul morceau. Édouard entra dans le château, où l'attendait son jeune fils. Il a demandé où serait envoyé le coupable. Le seigneur a répondu que c'était de là que nous venions tous. L'adolescent était un peu triste. Il croyait qu'il y avait des démons à cet endroit. Son Excellence a répondu que l'homme le savait, mais qu'il les avait quand même trahis. Une femme de chambre entra dans la pièce avec du linge ensanglanté. Alexis était distrait par elle. Le comte continua en disant que cela rendait l'action du blond encore plus impardonnable. Il a bu du sang humain, même en connaissant les conséquences. Le gars regarda son père et frissonna. Il s'essuya la bouche inconsciemment. Le seigneur continua de parler. « N'est-il pas étrange que nous ayons autant envie de sang humain, mais quand nous satisfaisons notre envie, alors nous nous transformons en monstres incapables de subjuguer nos propres instincts. Cela prouve peut-être à quel point les gens peuvent être vicieux. » La voix de Linéa sortit le vicomte de ses souvenirs. Il ouvrit légèrement les yeux. La jeune fille lui a demandé s'il pouvait l'entendre. L'homme a commencé à se rendre compte qu'il avait perdu connaissance. Alexis essaya de se relever. Il se demandait pourquoi ses souvenirs lui revenaient. La comtesse voulait appeler un médecin. L'homme a dit qu'il allait bien. Le vicomte prit doucement la main de madame. Le seigneur voulait s'excuser pour la douleur qu'il avait causée. Il ne voulait tout simplement pas que sa belle-mère soit impliquée dans les affaires de leur famille. La jeune fille a souri et a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. C'était juste un accident. L'homme appuya un mouchoir sur la blessure de sa main. Il était découragé. Chaque fois qu'il était avec Linéa, Alexis remarquait à quel point ses sentiments d'anxiété grandissaient en lui. La comtesse regarda son beau-fils d'un air interrogateur. Le gars lui a lissé les cheveux. Il ne voulait pas devenir un tel monstre et voulait en même temps déchirer sans pitié la fille en morceaux. L'homme grimpa un pas plus près de sa belle-mère et pressa son front contre sa tête. L'image de son mari apparut dans les pensées de Linéa lorsque son fils s'approcha le plus possible de ses lèvres. Le couple fut interrompu par la voix sarcastique de Sophia. Elle a demandé ce qui se passait ici. Alexis et son proche frémirent et se tournèrent vers la servante. La servante lui caressa le menton et se demanda avec curiosité de quoi ces deux-là pouvaient bien parler si intimement. La femme de chambre commença à monter les escaliers. Elle a déjà ouvertement demandé au couple de quoi ils parlaient si intimement. Linéa agita la main et tenta de se justifier. Sophia renifla et remarqua que la dame était blessée. La servante s'approcha de la comtesse et, la serrant un peu dans ses bras, essaya de l'emmener pour soigner la blessure. La jeune fille a essayé de s'en sortir et a affirmé qu'elle allait bien. La servante a dit que cela ne suffirait pas. Le corps de madame n'appartient plus seulement à elle. La gouvernante demanda au vicomte confirmation de ses propos. Alexis serra la balustrade avec colère. Sophia emmena la comtesse dans la pièce et pansa sa main blessée. La fille a remercié. La servante dit que cela n'en valait pas la peine.
et demanda si la maîtresse avait encore des blessures. Linnea a d'abord voulu répondre par la négative, mais elle s'est figée, se rappelant qu'elle avait ressenti une douleur soudaine en lisant l'écriture. La femme de chambre a précisé si la douleur ne survenait qu'en lisant le livre. Milady essayait de travailler avec sa main bandée. Cela ne doit pas servir à rien dans ce cas. Elle est juste trop stressée ces derniers temps. Par conséquent, l'hypothèse de la comtesse selon laquelle l'écriture est tout simplement stupide. Mais Sophia se tourna vers la dame et lui demanda si elle savait que les écrits de Thiab comprenaient 4 livres. L'un d'eux contient les enseignements de Tianus Verida, le dieu créateur. Et la dame venait de lire la 3e partie de cette série, l'Uneva. Ce livre parle de repentance, d'expiation et de sacrifice. 3 vertus que les saints utilisaient pour sauver les autres lors de leur voyage. Par conséquent, l'Uneva est lue par les disciples de Thiab qui veulent se repentir. Ils croient que Dieu purifiera leur âme par la douleur. La servante a noté que si Linnea ressentait quelque chose en lisant les Écritures, c'était peut-être un signe qu'elle avait des péchés dont elle devait se repentir. La comtesse imagina l'étreinte d'Alexis et se mordit la lèvre. La jeune fille baissa la tête, confuse. Sophia s'est approchée d'elle et lui a demandé s'il était vrai que le monsieur avait demandé à madame d'étudier les Saintes Écritures. Elle souleva la tête de la dame par le menton. La servante continua en disant que le décompte signifiait que si sa femme échouait à son examen, elle devrait alors quitter cet endroit, comme ses prédécesseurs. Linnea fut horrifiée et attrapa la main de la servante, murmurant que cela ne pouvait pas arriver. Sa seigneurie se souvient de la façon dont son oncle l'avait enfermée dans un placard effrayant lorsqu'elle était petite. Elle ne peut pas y retourner. La comtesse supplia la femme. La dame voulait savoir quoi faire, elle était prête à tout. La sorcière rit. « Dis ce que tu veux » demanda-t-elle. Elle a élaboré un plan. Une semaine plus tard, Linnea et la servante buvaient du thé dans le jardin. La comtesse lisait les Écritures, et quand Sophie l'appela, elle frissonna. La servante a dit que madame avait suivi assidûment les enseignements de Thiab au cours de la semaine écoulée, et que son âme était devenue sensiblement plus pure. La fille était heureuse. La sorcière, en sirotant du thé, continuait de dire que la réduction des repas et des heures de sommeil avait porté ses fruits. Après tout, ils sont enracinés dans la paresse. Elle a alors suggéré d'augmenter le temps d'étude. Sa seigneurie se figea et fronça les sourcils. Elle a bondi de sa chaise et a dit cela comme Sophia l'entendait, puisque la fille n'a pas beaucoup de choix. Soudain, Linnea fut frappée par la douleur et elle chancela. Ses yeux s'assombrirent. Ses pensées commencèrent à se confondre et elle ne comprit pas ce qui n'allait pas chez elle. La comtesse s'évanouit. Sa seigneurie fut transportée dans ses appartements. Alexis se tenait près du lit de sa belle-mère inconsciente. Il serra les poings et fronça les sourcils. Le vicomte demanda à la servante ce qu'elle avait fait de Milady. Sophia a été feinte d'être offensée par les paroles grossières du propriétaire. Elle aidait simplement madame dans ses tâches. L'homme l'interrompit pour s'excuser. « Pour l'amour de Dieu, ma belle-mère a perdu connaissance. » La servante arrêta le maître. Ne comprend-il vraiment pas du tout lequel d'entre eux se comporte de manière inappropriée? D'ailleurs, pour Alexis, plus que pour tout autre, peu importe que cette femme meure ou non. Car comme toutes les femmes avant elle, il est incapable de sauver Linnea. Le comte Mattei arrive au palais impérial. Le chef de l'État reçut dans la salle du trône. L'empereur était heureux de voir Édouard. Il se leva du trône et se dirigea vers le seigneur. Sa Majesté s'est exclamée amicalement et a fait remarquer qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le sujet s'agenouilla pour saluer l'empereur. L'empereur rit du déroulement des cérémonies. Le souverain était en grande tenue. Des robes de cérémonie blanches bordées de cordons dorés, une cape doublée de fourrure, une barbe bien taillée et des cheveux blonds coiffés. Le comte croyait qu'il serait juste d'exprimer son respect au souverain suprême de l'Empire. Il prit donc la main de l'empereur et la porta à ses lèvres pour l'embrasser. Soudain, le seigneur fut transpercé par la douleur. Il reçut une brûlure. Édouard réalisa qu'il était traumatisé par la bague de Sa Majesté. L'empereur s'enquit avec surprise de la blessure de l'homme. Son Excellence l'a confirmé. Mais cela ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Mattei a attiré l'attention sur le superbe travail de la nouvelle bague de Sa Majesté. L'empereur le loua pour son sens de l'observation. Sa Majesté a déclaré que l'argent nécessaire à la fabrication de la bague provenait de l'étranger, car ce métal est très rare dans leur pays. La plupart des céréales dont dispose l'État sont encore enfouies dans le nord. Edward a confirmé cela et a ajouté que l'argent ne pouvait pas être extrait en raison de l'intégrité structurelle des terres environnantes. L'empereur répondit que c'était exactement ce qu'on lui faisait croire. Le comte fut surpris. À ce moment-là, un serviteur entra dans la salle et dit que Noah Johnson des Saints Chevaliers demandait une audience.
L'empereur ordonna de le laisser rentrer. À ce moment-là, il y eut des pas, et un jeune homme aux cheveux blonds entra d'une démarche ferme. Il s'agenouilla devant le souverain pour le saluer. Le commandant des 5 chevaliers, Noah Jones, s'adressa à Sa Majesté en disant qu'il avait été informé du désir de l'empereur de le voir. Le monarque confirma et poursuivit qu'il ne pouvait ignorer le contenu du rapport du chevalier. Par conséquent, il a également convoqué le comte Mattei pour discuter de cette question. L'empereur proposa de raconter au seigneur ce que Noé avait vu dans le nord. La blonde commença l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, des chevaliers sacrés ont exploré les terres du nord. Sur ordre de Sa Majesté, ils explorèrent les zones proches des mines d'argent. Là, le détachement a découvert les restes d'une colonie qui avait été effacée de la surface de la Terre. Les guerriers continuent d'explorer le territoire. Et, à leur grande surprise, ils n'ont rien trouvé qui puisse gêner l'extraction de l'argent. La blonde a conclu que la véritable raison du manque d'extraction d'argent était le manque de conditions de travail sûres. L'empereur frappa du poing. C'est inacceptable, car les habitants d'Inoreika ne doivent pas craindre pour leur vie. L'empereur décida d'envoyer des chevaliers sacrés sur ces terres. Sa Majesté a demandé à Édouard ce qu'il pensait de la présence de guerriers dans les terres du Nord, jusqu'à ce que de nouveaux mineurs puissent s'installer sur le territoire. Le comte Mattei était toujours aussi réservé. L'homme a remercié le monarque pour son inquiétude, mais en tant que seigneur de ces terres, il préfère s'en occuper lui-même. Et puisque le frère de sa seigneurie, Walter, est le chef des chevaliers impériaux, ce serait une aide suffisante pour mon seigneur si l'empereur lui permettait de les emprunter. Johnson se leva. Il espérait que les chevaliers seraient utiles. Si un jour le comte a besoin d'aide, les guerriers se feront un plaisir de la lui offrir. Le commandant tendit la main. Mattei le secoua avec gratitude pour l'aide offerte. Après une audience avec l'empereur, Édouard alla voir son frère. Le seigneur se frotta longuement la main après avoir serré la main du chevalier. Il était indigné que Sa Majesté veuille envoyer des chevaliers dans le nord. Walter était également agacé par la situation actuelle. Chaque jour, ces salauds du palais impérial devenaient de plus en plus arrogants. Il a demandé à son frère s'il prévoyait d'aller vers le nord. Le comte mit le mouchoir dans sa poche et répondit par la négative. Monseigneur rit et remarqua que ce serait mal de ne pas le rencontrer, puisqu'il avait fait tout ce chemin jusqu'ici. À cette époque, Johnson observait les frères de loin. Il en conclut que les seigneurs n'allaient pas partir immédiatement. Par conséquent, il informa son subordonné qu'il devrait visiter le château de Mattei avant que le comte n'y revienne. Le chevalier était choqué. Il précisa avec horreur que seuls eux deux iraient, confirma le commandant avec découragement. Ils doivent s'assurer que le seigneur a pris la personne pour épouse. Alexis était dans la bibliothèque en train de feuilleter les Écritures. Et Dieu dit au peuple qu'il devait surmonter l'adversité et atteindre l'illumination afin de sauver les insensés. Et le jour où ton sacrifice te libérera des chaînes de ton corps, je deviendrai ton guide sur terre. Cela a été dit dans le livre des livres. Le vicomte a fermé la publication. Il se demandait si se libérer des chaînes du corps par le sacrifice signifierait la mort. L'homme regarda le livre fermé et réalisa qu'il y savait peu de choses, même s'il était l'héritier de Mattei. Alexis se souvint des paroles de la servante selon lesquelles pour lui, plus que pour quiconque, cela ne devrait pas avoir d'importance que cette femme soit morte ou non, car, comme toutes les femmes avant elle, il est incapable de sauver Linéa. Le vicomte serra l'écriture. Il ne pouvait pas laisser les paroles de Sophia l'affecter. Il doit y avoir un moyen d'arrêter la violence dans ce livre. Les pensées de sa seigneurie furent interrompues par un bruit fort. L'homme jeta le livre sur la pile et alla chercher de quoi il s'agissait. Linéa était assise par terre sous une table renversée et se tenait le visage avec la main. Une marque rouge du cou était visible sur sa joue. La comtesse se tourna vers Sophie avec étonnement. La sorcière se tenait debout avec un air innocent. Elle a demandé sarcastiquement pourquoi sa dame était surprise. « N'est-ce pas ce que voulait la dame ?» Linéa s'assit près de la chaise renversée et lui tint la joue. Sophia la dominait. Elle a demandé pourquoi son Excellence était surprise. C'était elle qui avait demandé à la servante un moyen simple d'étudier les Écritures. La servante s'est approchée de la dame et a continué en disant que si la vie ascétique semble trop difficile à la comtesse, elle peut toujours purifier son âme par la douleur corporelle. C'est ce que faisaient les croyants du passé. La sorcière se pencha près de la jeune fille, lui instillant la peur et lui proposa de l'aider à purifier l'âme des péchés. Milady recula un peu et, en balbutiant, essaya de se justifier. C'est juste difficile pour elle de s'habituer à tout ça. La servante attrapa Linéa par l'épaule. Elle n'avait jamais vu quelqu'un ne pas se repentir aussi longtemps. Puis la sorcière passa ses doigts sur la joue de la jeune fille.
se demandant à quel point des pensées dépravées se cachaient derrière ce visage. La comtesse surveillait ses actions avec méfiance. Sophia s'éloigna un peu de madame. Puisque l'âme de la dame n'a pas encore été purifiée, la servante a agité la main et a dit qu'elle était même intéressée par l'efficacité de cette méthode pour la dame. La servante balança encore plus fort. Linéa ferma les yeux, anticipant un autre coup. Mais Alexis réussit à intercepter la main de la sorcière. Il grogna à cause de ce qu'elle faisait. Le vicomte exigea d'un air menaçant une réponse de la femme de chambre. Sophia répondit amèrement. « Regarde qui est là !» Le chevalier en armure étincelante. L'homme regarda sa belle-mère. Il vit la marque du coup sur son visage et ses yeux immenses et effrayés. Ses mâchoires grincèrent. Sa grâce a tiré la main de la servante et l'a jetée. Il lui a dit de se cacher. Le visage de la sorcière se tordit de colère. Elle frotta son bras blessé et siffla. « Comment oses-tu me traiter comme ça ?» Le vicomte lui montra sa place. La servante a-t-elle oublié qui est le propriétaire du château alors que le comte n'est pas là? Sophia tremblait de colère. Le monsieur a conseillé à la femme de ne pas se présenter à lui jusqu'à ce qu'il lui donne sa permission. La servante se retourna et se dirigea vers la porte. Alexis s'approcha de Milady et lui tendit la main pour l'aider à se relever. La sorcière brûlait toujours de colère. Elle a promis que sa seigneurie regretterait toujours de l'avoir traitée de cette façon. Et la femme de chambre quitta la pièce en claquant des talons et en claquant bruyamment la porte. Le vicomte se tenait en face de Linéa et voulait savoir si elle allait bien. Il essaya de toucher la fille, mais elle tressaillit. L'homme retira sa main. Pourquoi sa seigneurie ne m'a-t-elle pas dit que quelque chose comme ça s'était produit? Elle avait absolument besoin de le dire. Milady baissa la tête. Elle croyait que cela faisait partie de ses devoirs de comtesse. Après tout, lorsque la servante a dit qu'elle devait se repentir de ses péchés, une seule personne lui est venue à l'esprit, Alexis. Elle essayait de ne pas penser à lui, car il lui semblait qu'elle avait commis un péché. Dès que Linéa a lu l'écriture, la douleur lui a fait réaliser qu'elle. Le beau-fils a demandé comment il pouvait l'aider. La jeune fille lui a demandé de ne pas la traiter avec autant de gentillesse. Les larmes lui montèrent aux yeux, parce que lorsque sa grâce fait cela, madame sent sa détermination faiblir. Les larmes coulaient déjà sur le sol. Quoi qu'il arrive, la comtesse a déjà décidé d'endurer une telle vie. Mais grâce à Alexis, elle a envie de s'évader. Sa seigneurie reniflait déjà de toutes ses forces, et le vicomte ne comprenait pas de quoi elle parlait. L'homme toucha timidement ses mains couvrant son visage. Éloignant doucement sa main de son visage, le beau-fils lui demanda de ne pas pleurer. Pressant la main de Linéa contre sa poitrine, il dit qu'elle ne pouvait pas imaginer à quel point il était confus à chaque fois qu'ils se rencontraient. Chaque mouvement insaisissable fait tourner la tête de sa seigneurie. C'était différent de ceux que ressentait le vicomte lorsque leurs regards se croisaient. C'est plus proche du désespoir. Sa grâce semblait prête à tout. Si seulement la belle-mère ne versait pas une autre larme. Alexis frotta doucement la zone du cou. Il aidera Linéa. L'homme a suggéré de quitter ce château ensemble immédiatement. Le beau-fils et la belle-mère ont couru main dans la main à travers les arbres et les buissons. Les rayons du soleil créaient un arc-en-ciel qui brillait à travers le feuillage. La comtesse se demandait s'ils faisaient la bonne chose. Après tout, on ne sait pas exactement ce qui se passera une fois qu'ils s'échapperont. La jeune fille se souvint de la menace de la servante et se figea. Elle savait que ces actes mettraient Alexis en danger. Le vicomte regarda la comtesse d'un air interrogateur lorsqu'elle s'arrêta. Elle dit pensivement que s'ils allaient trop loin, ils seraient trop fatigués pour revenir. L'homme lui serra la main plus fort. Il a demandé à la dame si elle ne serait pas déçue s'ils revenaient maintenant. Il a continué à bouger. Il devrait au moins se promener quelque part à proximité. Sa grâce a proposé de lui montrer un endroit que lui seul connaissait. Linéa hocha la tête avec approbation. Alexis a emmené la comtesse dans un endroit étonnant. Il se tenait sur la falaise d'une montagne. En contrebas, la forêt s'étendait jusqu'à l'horizon, au milieu de laquelle se cachait le château. Le soleil se couchait derrière les arbres, jouant avec de merveilleuses nuances de couleurs. La jeune fille était émerveillée par la vue. Le vicomte lui demanda ses impressions. Sa seigneurie était étonnée par la beauté. Linéa était un peu gênée et a demandé pardon d'avoir changé d'avis de manière si inattendue. L'homme a répondu que tout va bien si ce que veut sa seigneurie est vrai. Mais il voulait savoir pourquoi elle avait décidé de rester. La comtesse hésita et regarda Alexis. Après tout, même lorsqu'elle ne pouvait pas lui répondre tout de suite, sa grâce ne faisait pas pression sur elle. Il tenait doucement la main de Linéa. Ce doux geste lui rappela leur première rencontre. Sa seigneurie sourit. Puis elle s'approcha de la falaise et demanda ce qu'elle voyait au loin. Le vicomte expliqua qu'il s'agissait d'une des villes dirigées par sa famille. Chaque printemps, un festival y est organisé.
La jeune fille a posé des questions sur le festival. Alexis explique qu'il s'agit du festival Bana. Quand les mers qui gèlent en hiver finissent par fondre. Les gens de tous les pays et villes voisins se réunissent pour faire du commerce tout au long du mois. Des gens de tous âges rient et discutent toute la nuit. C'est pourquoi on l'appelle le mois de la lumière éternelle. Linéa pensait que c'était un nom très intéressant. La comtesse souhaitait savoir quelle partie du festival était la meilleure. Sa grâce commença à répondre, mais s'arrêta net en mentionnant le nom de Sophia. Il y eut une pause gênante. Milady réfléchit un instant. Elle devina que le beau-fils et la servante devaient être très proches. Alexis a nié. Il a dit qu'autrefois, lorsqu'ils étaient enfants, la bonne était beaucoup plus gentille. Mais désormais, sa grâce ne sait plus comment arranger leur relation. Il a suggéré de ne pas être si contrarié par cela. La jeune fille posa sa main sur l'épaule du vicomte et dit pensivement que toutes les familles ne sont pas comme ça, même si ce n'est probablement pas la bonne chose à lui dire. L'homme attrapa la main de sa belle-mère et lui demanda pourquoi elle pensait cela. Linéa répondit qu'elle leur était étrangère, qu'elle n'était pas issue d'une famille noble et de basse origine. Puis soudain, une rafale de vent envoya ses cheveux sur le visage de la jeune fille. Alexis repoussa soigneusement ses cheveux. Pendant un instant, ils restèrent à moitié enlacés et se regardèrent silencieusement sous les rayons du soleil couchant. La comtesse fut la première à briser le silence. Elle a demandé si sa seigneurie voulait vraiment entendre pourquoi madame avait décidé de rester. Le vicomte réfléchit un instant. S'il entend l'histoire de Linéa, ses sentiments pour elle deviendront si forts qu'un homme ne pourra jamais les réprimer. Alexis lui serra la main et acquiesça. Il regarda dans ses yeux verts et réalisa qu'il voulait tout savoir. La comtesse et son beau-fils étaient toujours debout sur la falaise. Le soleil avait presque disparu sous l'horizon, rendant le ciel orange et jaune. Le vent soufflait, emportant les jupes et les cheveux de la jeune fille. Linéa commença à raconter son histoire. Elle est originaire du Sud. Ses parents étaient des anthropologues. Alors sa dame a toujours pensé qu'elle voyagerait avec eux toute sa vie. Mais ses rêves furent rapidement anéantis lorsque ses parents moururent dans un accident. L'orphelin a été accueilli dans sa famille par son oncle. Mais la famille des proches n'aimait pas le bébé et l'utilisait comme servante. Milady a rappelé un incident. Mon oncle était propriétaire d'un navire sur lequel il transportait des marchandises. Donc toute sa famille vivait sur le même navire lors des voyages. Ainsi, un jour, Linéa réfléchissait en se souvenant de ses parents lorsqu'elle entendit sa tante l'appeler fort, la traitant de gamine inutile. La jeune fille frissonna et regarda autour d'elle. Elle a vu un proche courir vers elle. Alors qu'elle s'approchait, la femme a frappé le bébé du revers de la main. La tante a juré que sa nièce n'était bonne à rien et que les chiffres ne concordaient plus. La petite comtesse essaya de se justifier, mais la femme ne l'écouta pas. Certains membres de l'équipe ont été gentils avec elle et ont condamné les actions de ses proches. Ils ont même essayé de se lier d'amitié avec l'enfant. Mais Linéa avait peur et ne laissait personne s'approcher d'elle. Elle ne pouvait pas compter sur eux. Après tout, une équipe n'est pas une famille. Chaque fois que la jeune fille était enfermée au sous-sol en guise de punition, elle jouait dans le noir, voulant désespérément grandir le plus vite possible. La petite fille était assise dans ce sous-sol, toute rétrécie, se serrant contre ses fines épaules, et rêvait de comment elle pourrait enfin quitter cet endroit. Elle voulait passionnément fonder sa propre famille, qui serait pleine de gens aimants. C'est pourquoi elle veut rester. Parce que c'est sa maison maintenant. Milady a encore du mal à connaître la foi de Thiab, et le maître et Sophia lui font peur. Mais si elle fait suffisamment d'efforts, elle deviendra digne du titre de comtesse. Et puis, ils pourront devenir une famille. Alexis y réfléchit. Il a commencé à comprendre quel genre de sentiment dégoûtant s'éveillait en lui lorsqu'il la voyait. Le vicomte toucha la joue de la jeune fille et la tira doucement, lui tenant la tête, continuant de lui caresser le visage avec son pouce. Ni lui ni ce désir ne se contenteront du jeu de famille. Mais il ne peut pas se le refuser. Ce n'était que des pensées. Et sa seigneurie a dit à haute voix que, bien sûr, il aiderait madame et qu'ils formeraient une famille. Ces mots firent à nouveau mal à la poitrine de Linéa. Ce sentiment, la même douleur qu'elle a ressentie en lisant les Écritures. La jeune fille pressa sa main contre sa poitrine et se pencha un peu de douleur. L'homme a tenu madame par le coude et lui a demandé ce qui n'allait pas chez elle. La comtesse saisit la main d'Alexis. Elle ne pouvait pas se permettre de gâcher un moment pareil. Milady fit semblant de se redresser et dit qu'elle allait bien. Elle était probablement juste fatiguée. Le vicomte proposa de retourner au château. La jeune fille accepta. Ils se sont approchés du château alors qu'il faisait complètement noir, et que la lune brillait déjà dans le ciel et que les étoiles brillaient. Sa grâce a demandé si les jambes de sa seigneurie étaient fatiguées.
Linéa répondit qu'une telle promenade n'était rien comparée au travail à la guilde. Alexis sourit et le remercia pour la compagnie. La comtesse regarda l'homme avec embarras sous ses cils à moitié baissés et répondit avec une gratitude mutuelle. C'est à elle qu'il faut remercier pour cette journée inoubliable. Sophia a regardé le retour de sa belle-mère et de son beau-fils derrière la fenêtre du château. Elle remarqua qu'Alexis avait l'air heureux. La servante se détourna brusquement de la fenêtre. Elle imaginait comment elle et sa maîtresse priaient près du piédestal de l'ange. Elle imaginait mentalement son visage souriant. Et puis seule une tache sanglante est apparue devant mes yeux à la place de la comtesse. Et une servante est assise au-dessus de lui, avec des taches de sang sur les mains et les vêtements. Elle a pleuré et crié « Non !» La sorcière chassa la vision et serra les poings avec colère. « Oui, riez du vicomte tant que vous le pouvez. La pleine lune arrive bientôt. » Le soleil éclatant illuminait déjà pleinement le château Mathieu. Linéa dormait profondément dans son lit. On a frappé. La fille cligna des yeux, endormie. Elle se demandait combien de temps elle dormait. La comtesse se redressa sur son lit, se frottant les yeux d'un air endormi. Le coup revint. Milady décida que c'était sa servante, alors elle la laissa entrer. Elle demanda à Margaret, endormie, pourquoi elle ne la réveillait pas. La porte s'ouvrit en grinçant et Alexis entra dans la pièce. Il a dit bonjour. Sa seigneurie était assise dans son lit, vêtue d'une nuisette légère et les cheveux ébouriffés. C'est pourquoi elle s'est immédiatement enflammée. Le vicomte se détourna et s'éclaircit la gorge. Il s'est excusé. La comtesse remonta immédiatement la couverture jusqu'à son menton. Elle a demandé sitôt ce que son beau-fils faisait ici. Sa grâce espérait qu'il pourrait déjeuner, c'est-à-dire prendre le petit déjeuner, ensemble. Linéa était attristée. Elle dormait malgré tout. L'homme rassura madame en disant que c'était lui qui avait demandé au domestique de ne pas déranger la dame. Il regarda la jeune fille endormie avec tendresse. Alexis a dit que la comtesse méritait des jours comme celui-ci. Le vicomte a demandé que de la nourriture soit servie dans le jardin. Si cela ne dérange pas Linéa. Milady tira la couverture encore plus haut et bougea ses jambes. Elle fredonnait. Ce serait merveilleux. Sa grâce a fait grincer la porte et a dit en sortant que la jeune fille ne devait pas se précipiter et venir quand elle serait prête. Dès que la porte claqua derrière son beau-fils, Linéa se laissa tomber sur le lit. Sous la couverture remontée jusqu'à ses yeux, la comtesse commençait à penser que cela devenait dangereux. Elle serra les couvertures. Alexis lui propose de l'aider. Mais cela ne fait que rendre plus difficile la gestion des sentiments. À ce moment-là, l'homme marchait également pensivement dans le couloir. Le temps était magnifique, donc le petit déjeuner dans le belvédère du jardin était une très bonne idée. La comtesse coupa le pavé de saumon. Le beau-fils a bu du thé et des gâteaux. Linéa a demandé au vicomte s'il était déjà allé à la chapelle. Il a répondu par la négative. La dame a suggéré que le comte soit très strict. Ce n'était pas le problème. C'est juste que son excellence est très pieux. Alexis a expliqué qu'une fois par mois, ses proches se réunissent dans la chapelle du 3e étage pour prier. Lorsque sa seigneurie était encore petite, son intérêt le conduisit aux portes de la chapelle. Il y ouvrit la porte, mais son père ne le laissa pas entrer, disant qu'il n'était pas encore prêt. Jusqu'à présent, le comte n'a jamais permis à son fils de participer à la prière. Linéa marmonna que son excellence considérait toujours le vicomte comme n'étant pas prêt. Puis Milady a ri, car si le fils ne répond pas aux attentes de son père, alors peut-être qu'il devrait, comme sa seigneurie, étudier plus dur. Alexis se figea un instant. La comtesse réalisa qu'elle avait peut-être fait une mauvaise blague. Elle fut donc un peu gênée. Le vicomte se leva de sa chaise et se pencha vers la jeune fille. Il lui attrapa le menton et essuya les miettes restantes de ses lèvres. L'homme regarda dans ses yeux verts et lécha les grains restants de ses doigts. Linéa rougit. Son beau-fils toussa et s'excusa. Il voulait juste enlever les miettes et ne sait pas ce qui lui a pris. Alexis a essayé de changer la conversation. Comme sa dame a dû le remarquer en parlant de la formation du vicomte, il ne peut pas l'arrêter simplement par manque d'intérêt. Après tout, sa grâce sera l'héritière du comte, quelles que soient ses volontés. La jeune fille pensait que son mari avait peut-être beaucoup de choses en tête. Pendant ce temps, le beau-fils a suggéré de lire les Écritures ensemble. La comtesse accepta joyeusement en touchant la main de l'homme, car il serait plus facile d'apprendre de cette façon que seul. Puis elle lui caressa la main. Alexis sourit. Il craignait de ne faire que gêner. Ce à quoi madame a répondu qu'elle travaillerait alors à deux. Tard dans la nuit, le vicomte était assis devant son secrétaire avec un livre d'écriture sainte et ne comprenait pas. Il avait lu ce chapitre quelques jours auparavant, mais pour une raison ou une autre, il ne se souvenait de rien.
Il ne s'agissait pas d'un trouble temporaire. C'était comme si elle avait été effacée de sa mémoire. L'homme se demandait pourquoi son père ramenait toujours de nouvelles épouses à la maison. Cela est peut-être dû aux enseignements de Tiab. Soudain, son regard tomba sur l'une des illustrations de l'écriture. S'exclama Alexis. Il y était écrit que seuls ceux qui sont sacrifiés à la frontière de la vie et de la mort porteront du fruit. Sa grâce avait certainement déjà entendu cela auparavant. Non, il avait déjà vu cela auparavant. La photo montrait une femme tenant ses mains en prière, empêtrée dans une vigne, et un homme levant les mains vers le ciel. Le vicomte se souvint de quelque chose de similaire du passé. Deux hommes tenaient les mains de Sophia. Le comte se tenait au-dessus d'eux et leur demandait de s'assurer qu'elle ne bougerait pas. La femme de chambre a pleuré et a demandé d'arrêter. Elle a crié qu'elle refusait de le manger. Le comte Mattei se leva et regarda deux hommes tenir les mains de Sophia. La jeune fille se débattait et criait. L'un des hommes qui le tenait était Walter. Il lui ordonna de ne pas faire bouger le bateau et lui serra les mains plus fort. La servante a demandé à la laisser partir. La servante parvint à se dégager et donna un coup de coude au vicomte, mais ne parvint pas à garder l'équilibre et tomba. Sa seigneurie a commencé à saigner du nez. Il s'est mis en colère et a traité la fille de petite garce. Édouard a ordonné à son frère de s'arrêter. Il s'approcha et s'adressa à Sophia. Le comte se pencha vers la servante et lui serra le visage par le menton. Son Excellence a demandé de ne pas résister. La servante doit accepter le fruit né de celui qui a été sacrifié pour elle. C'est notre destin, a déclaré son Excellence. Il a mis de force le grain rouge dans sa bouche et l'a fermé. Sophia toussa. Le petit Alexis, qui a vu cette scène, a été choqué par ce qu'il a vu. Il se cacha derrière la balustrade du balcon et se recroquevilla d'horreur. Le vicomte repoussa le souvenir et continua à regarder les écritures. Il essaya de comprendre ce que la servante avait alors mangé. Soudain, la main d'une femme tomba sur celle de sa seigneurie. C'était Sophia. Elle a demandé si tout allait bien. L'homme fut surpris par sa visite inattendue. Alexis regarda sévèrement la femme de chambre et précisa qu'il ne lui avait pas dit de ne pas apparaître devant lui, jusqu'à ce que sa grâce le permette. La servante sourit et dit d'un ton espiègle que le maître ne devrait pas avoir si froid. La femme a essayé de prendre l'écriture des mains du vicomte. Elle supposait qu'il aurait beaucoup de questions à lui poser. Sa grâce ne savait pas quoi faire. Sophia avait raison, mais il doutait qu'elle réponde honnêtement. La jeune fille a mis de côté ses doutes, a ouvert l'écriture et a commencé à la feuilleter. Puis, se penchant, elle prit l'homme par le menton et lui dit qu'elle connaissait son intérêt pour le rituel. La sorcière commença à poser des questions à Alexis. Ne trouvait-il pas étrange qu'il soit le seul que son père n'autorisait pas à entrer dans la cérémonie? Sa seigneurie s'est-elle demandé pourquoi il lui est si difficile d'étudier les Écritures? L'homme regarda intensément la servante dans les yeux. Il lui saisit la main qui le touchait. Le vicomte a demandé « Ce que cela signifie que les sacrifices porteront leurs fruits ?» La sorcière lui toucha la joue avec sa main libre. Elle a répondu que n'est-ce pas évident? Si vous parvenez à élever du bétail, vous serez récompensé par une viande de première qualité. Et elle lui a demandé s'il comprenait ce qu'elle voulait dire. Le vicomte était confus. Sophia a continué en disant qu'il ne faut pas s'attacher à un mouton pour l'abattre. Alexis sauta de sa chaise et s'exclama que Linéa n'était pas un animal. Elle faisait partie de la famille. La servante remarqua sarcastiquement que dans ce cas, sa grâce regardait les membres de sa famille d'une manière très étrange. L'homme frémit à ces paroles. Il se souvint des yeux de sa belle-mère. La servante rit et dit qu'elle se demandait comment se sentait la comtesse. À ce moment-là, sa dame était dans sa chambre, se séchant les cheveux avec une serviette après le bain. Elle remarqua un morceau de papier plié sur la table. Linéa le retourna. C'était un mot de mon beau-fils. La comtesse commença à le lire. Le message disait que le vicomte, en lisant les Écritures, avait remarqué quelque chose d'étrange. Il comprit qu'il était tard, mais pouvait-elle venir vers lui? Alexis continua sa conversation avec la sorcière dans sa chambre. Il lui ordonna de ne jamais parler de Liné devant lui. La servante tapota sa main du doigt. Et elle a dit qu'elle se demandait ce qui arriverait à la comtesse si son mari l'apprenait. Le vicomte se mit en colère. Mais Sophia a continué à dire que ce ne serait pas bien si la simple mention de sa belle-mère rendait Alexis si excité. Elle essaya de lui prendre la main, mais l'homme recula sous son contact. La servante s'accrocha à sa grâce et dit que l'incapacité de réprimer le désir était le plus grave des vices des enseignements de Tiab. Il y a eu un accident, et le stylo et d'autres instruments d'écriture sont tombés au sol. C'est la sorcière qui a poussé le vicomte et s'est assise sur ses cuisses. L'homme a été choqué par son comportement. Il a demandé si Sophia était saine d'esprit et ce qu'elle faisait. La servante se pencha vers lui et, plaçant son index sur ses lèvres, lui demanda de ne rien dire,
car elle essayait juste de l'aider. Ensuite, la femme a commencé à lui caresser lentement la poitrine, disant que s'il ressentait seulement du désir pour sa mère, alors il devait l'éradiquer avant que Dieu ne découvre son péché. Alexis a tenté de se libérer. Il a appelé Sophia à arrêter de dire des bêtises. Et puis il vit que Linnea était déjà entrée dans la pièce. La jeune fille a été choquée par ce qu'elle a vu. Ses yeux étaient écarquillés et elle se couvrit la bouche avec ses mains pour avoir crié. Le vicomte ne pouvait que crier son nom. Une petite charrette noire roulait sur un chemin forestier. Il y avait un silence tout autour, interrompu seulement par le rugissement des roues et le piétinement régulier des chevaux. Lord Mattei était à l'intérieur, visiblement mécontent. Il fronça les sourcils, serrant fermement ses épaules avec ses mains. La situation récente l'irritait encore beaucoup, le poussant à la rage. Quelques heures plus tôt, 2 hommes étaient assis dans la propriété du chancelier. Les bras croisés, ils attendaient patiemment l'arrivée de leur interlocuteur. Au fil des heures, la tension dans la salle ne cessait de croître. Walter ne pouvait pas le supporter et frappa avec colère la table avec son poing. Son irritation contre le chancelier grandit, car on l'attendait depuis longtemps. Lord Mattei est resté calme et a demandé à son frère de se calmer. Cependant, il n'avait aucune intention de faire cela et sa colère continuait de bouillonner. Soudain, les hommes se figèrent lorsqu'ils entendirent un léger craquement. Leurs regards se tournèrent immédiatement vers la porte d'entrée, légèrement ouverte. Des murmures étouffés venèrent de l'extérieur. Avant d'entrer dans la chambre, l'homme échangea quelques mots avec la servante. Il a dit sévèrement que si elle ne sortait pas après l'heure convenue, elle devrait immédiatement sonner l'alarme. L'homme aux cheveux bruns n'eut pas le temps de finir. La porte s'ouvrit brusquement et le sévère seigneur Mattei apparut devant lui. D'un air majestueux, il salua le chancelier. Effrayé, l'homme bien nourri s'éclaircit nerveusement la gorge, essayant de cacher sa peur. Il remarqua que l'apparition du comte ici était tout à fait inattendue pour lui. Voulant mettre rapidement fin à la conversation, Lord Mattei passa directement à la question principale. Il demande quelle est la gravité de la situation. Le refermant précipitamment derrière lui, le chancelier appuya ses coudes contre le mur, cherchant un appui. Il a déclaré avec enthousiasme que la situation était pire qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le comte savait que les Saints Chevaliers étaient en réalité sous le commandement direct de l'empereur. Cependant, ils ont récemment découvert quelque chose de très important. Ayant appris ce qui s'était passé dans le village de Silburn, la terrible vérité devait tôt ou tard être révélée. Le seigneur a demandé s'il pouvait découvrir qui avait donné l'ordre d'attaquer la colonie. Le chancelier croisa maladroitement le regard de son interlocuteur. Anxieux, il expliqua qu'il n'y avait aucune preuve matérielle. Cependant, l'empereur avait déjà des soupçons. L'homme a ajouté que leur hypothèse n'était vraie que s'il ne s'agissait pas de ces monstres vivant de l'autre côté de la frontière. Sa voix tremblait légèrement. Le chancelier a ajouté que Lord Mattei était le seul homme du Nord à disposer d'une armée aussi puissante. Elle pourrait très bien provoquer une telle destruction. Les frères l'écoutaient attentivement, se raclant la gorge et détournant le regard. L'homme remarqua le détail suivant. Le meurtre massif de civils est une accusation suffisamment grave pour être déchu d'un titre élevé. Ensuite, la chancelière a expliqué que même dans une telle situation, on peut essayer de parvenir à un accord. L'empereur a besoin de mines d'argent. Le seigneur aurait très bien pu lui offrir des droits miniers. Fronçant les sourcils, le comte Mattei ne supporta pas le bavardage et ordonna à l'homme potelé de se taire. Il sauta sur place de surprise et se figea de peur. Le seigneur dit avec mécontentement que l'empereur avait d'abord poussé sa famille dans un trou et qu'il voulait maintenant lui enlever toutes les ressources. Tout en parlant, il s'approcha du chancelier, qui recula maladroitement. S'écrasant contre le mur avec fracas, un homme de grande taille au regard féroce se dressa au-dessus de l'homme aux cheveux bruns. Sa présence menaçante semblait remplir la pièce, suscitant peur et incertitude. Le comte Mattei décida de lui rappeler tout ce qu'ils avaient fait pour le chancelier. D'un ton menaçant, il espéra qu'il n'allait pas rester les bras croisés. L'homme aux cheveux bruns ouvrit d'abord la bouche de surprise, n'en croyant pas ses oreilles. Puis, rassemblant ses pensées, il pinça fermement les lèvres. Prenant une profonde inspiration, Monsieur Chancelier déclara que la brune avait tort. En entendant cela, il haussa les sourcils de surprise et ouvrit légèrement la bouche, ne s'attendant pas à un tel courage. Pointant du doigt le comte Mattei, il déclara que tout dans cet empire avait toujours appartenu à la famille Inoreika. Il resta silencieux et résolu, ne montrant pas la moindre émotion. D'un ton plus impudent, l'homme aux cheveux bruns déclara que c'était Sa Majesté qui revendiquait la terre, et non le Seigneur lui-même.
Ce propos semblait même insultant. Le comte Matei grinça des dents. En les parcourant, il traita l'homme aux cheveux bruns de cochon avide, sa voix étant remplie de colère et de mépris. Le chancelier accepta volontiers ses cadeaux et se présenta désormais comme un fidèle serviteur. Cette prétention et cette hypocrisie n'ont fait que provoquer le dégoût chez l'homme. En regardant par la fenêtre, Lord Matei comprit clairement une chose. Peu importe à quel point tout le monde était désespéré, il n'abandonnerait jamais les minerais d'argent au peuple. Un sourire narquois apparut sur le visage de l'homme. S'il le fallait, il était prêt à tout, même à une alliance avec des monstres de l'autre côté de la frontière. Alexis et la femme de chambre étaient dans la pièce. Elle déboutonna impérieusement sa chemise, effleurant doucement sa poitrine, et il ne put résister. À ce moment-là, Linéa, son amante, franchit la porte et les surprit. La jeune fille se couvrit la bouche avec sa main sous le choc, le regard rempli de douleur. Elle se figea sur place, ne croyant pas que ce qui se passait était vrai. La comtesse Linéa regarda tour à tour l'homme confus et Sophia. Elle se contenta de sourire malicieusement, comme si elle appréciait ce qui se passait. Tout dans les yeux de la jeune fille s'assombrit. Elle ne comprenait pas ce qui se passait autour d'elle, pourquoi ils étaient là et pourquoi elle se sentait soudainement si mal. Linéa sanglota, se tourna brusquement et s'envola hors de la pièce. Alexis a commencé à lui crier que tout n'était pas comme elle le pensait. En grognant, Sophia se contenta de lever les yeux au ciel. La porte s'ouvrit et la jeune fille attrapa le bas de sa robe, essayant seulement de s'enfuir. Elle ferma les yeux, comme si elle ne voulait ni voir ni entendre ce qui se passait. La blonde se précipita dans le couloir, ne comprenant pas pourquoi l'homme l'avait appelée dans sa chambre. Derrière elle, il entendait ses cris désespérés, mais elle ne s'arrêtait pas. Linéa se tourna légèrement pour regarder Alexis. Il lui criait déjà qu'elle ne devait en aucun cas entrer dans la pièce vers laquelle elle se dirigeait. Sans prêter attention à ses paroles, la jeune fille ouvrit brusquement la porte et fit irruption dans la pièce. Tout s'est passé instantanément, sans laisser le temps de réfléchir. La comtesse Linéa se tenait au milieu de la pièce, gémissant lourdement. Elle se frotta le coude, qui avait heurté violemment l'encadrement de la porte lorsqu'elle entra. Puis la jeune fille leva les yeux avec curiosité, et la surprise se figea sur son visage. Sa bouche s'ouvrit légèrement, reflétant sa perplexité et son choc face à ce qu'elle vit. Il y avait une immense peinture représentant une belle femme accrochée au mur. À ma grande surprise, elle ressemblait exactement à l'héroïne, comme si elle était sortie de la toile pour entrer dans la réalité. À ce moment, Alexis arriva, le souffle coupé. Lui tournant le dos, la jeune fille lui a demandé qui était la personne sur la photo. La brune détourna maladroitement le regard. D'un ton feutré, il expliqua qu'il s'agissait d'un portrait de sa mère. Maintenant, tout est devenu clair. Linéa comprenait pourquoi Alexis avait réagi comme elle l'avait fait. Même si elle leur a causé beaucoup de problèmes, ils sont restés à ses côtés. La jeune fille a également compris pourquoi tout le monde était si gentil lorsqu'elle voulait rejoindre leur famille. Tout ce qui se passait avait enfin un sens. Touchant le tableau, Linéa dit doucement qu'ils avaient besoin de leur mère, pas d'elle. Sa voix commença à trembler, reflétant son enthousiasme et sa colère grandissante. Alexis tenta encore une fois de tout lui expliquer, mais se tournant vers lui, elle l'interrompit. Il y avait de la détermination dans son ton. La jeune fille fronça les sourcils, ses sourcils froncés et ses lèvres serrées. Avec amertume et trahison, elle a dit que pendant tout ce temps, il lui avait menti. Alexis et la comtesse continuèrent de faire leurs affaires près du portrait de sa mère. Le vicomte demanda à Linéa comment elle pouvait l'accuser de mentir, mais la jeune fille ne voulait pas l'écouter. Elle se retourna brusquement avec l'intention de partir. Elle a dit que tout allait bien et elle comprend. Ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. La comtesse se souvient qu'il y a quelque temps, alors qu'elle travaillait encore pour la guilde, elle était tombée amoureuse. La jeune fille était en train de réarranger des sacs de marchandises lorsqu'elle fut appelée à dîner. Elle a répondu qu'elle viendrait maintenant. Les gars à bord du bateau la taquinaient, lui demandant si elle n'allait pas rencontrer ce type aujourd'hui. La jeune fille est devenue embarrassée et a demandé d'arrêter de rire. Tout va mal. Les garçons se moquaient des jeunes amants et disaient qu'ils les enviaient. Linéa a souri et a répondu que vous faisiez la bonne chose. Et elle s'est enfuie pour rencontrer le gars qu'elle aimait. L'amant décida qu'il l'attendait probablement derrière la maison. Comme toujours, lorsqu'elle jeta un coup d'œil au coin de la rue, elle se figea sur place. La jeune fille a vu son petit ami en embrasser un autre. Et cet autre était sa cousine. Linéa s'est cachée au coin de la rue et a entendu la conversation du couple. La sœur a demandé au gars s'il était sûr qu'il devrait faire ça. Après tout, elle savait qu'il courtisait Liné. Le gars rit.
Il utilisait juste sa pauvre cousine juste pour se rapprocher d'elle. Pourquoi avait-il besoin d'une enfant des rues comme cette orpheline? Il ne voulait qu'elle, l'héritière de la guilde. La comtesse se leva et regarda Alexis. Quelle idiote elle était! Après tout, au plus profond d'elle-même, elle a toujours su que peu importe à quel point elle s'habillait cher, elle ne serait jamais noble. Linéa serra fermement la jupe de sa robe avec ressentiment. Elle se souvenait du conte, puis sa rencontre avec son beau-fils. Après tout, ce sont eux qui ne seront jamais ensemble. Mais la dame voulait qu'ils forment au moins une famille. Des larmes coulaient de ses yeux sur le sol. La jeune fille dit en essuyant ses larmes qu'elle ne voulait pas faire irruption dans la chambre du vicomte. La comtesse s'excusa de l'avoir dérangée et lui dit que la prochaine fois elle frapperait plus fort. La vicomte répondit qu'elle pensait vraiment qu'il y avait quelque chose entre lui et Sophia. Monseigneur se demandait pourquoi la dame ne voulait pas l'écouter. Après tout, la seule personne qui lui est chère est Linéa. Madame ne croyait pas ses paroles. Elle pensait qu'il mentait. La jeune fille a pleuré et a demandé de ne pas essayer de la déshonorer encore plus avec de la flatterie. Alexis a tenté de faire appel à sa belle-mère. Linéa fondit en larmes. La dame a insisté sur le fait que ce n'était pas elle qu'il voulait. Après tout, elle n'est qu'une roturière et une orpheline. Elle n'a rien. Et le vicomte a besoin de sa mère, de sa vraie famille. L'homme regarda la comtesse avec perplexité et demanda de ne pas parler ainsi en tapant du pied. Il s'est approché d'elle et a ajouté qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il ressentait. Monseigneur attrapa sa belle-mère par les épaules et pressa sa tête contre son front. Il essaya de dire à la fille que quand elle dit quelque chose comme ça, Linéa ne le laissa pas finir. Elle toucha son visage avec sa main et lui demanda s'il avait déjà considéré la comtesse comme faisant partie de la famille. Pas quelqu'un d'autre, mais elle exactement telle qu'elle estimated. Alexis y réfléchit. Jamais. Il n'avait jamais pensé ainsi à sa belle-mère. Milady baissa la tête, des larmes coulant de ses yeux. L'homme lui caressa doucement les cheveux. Au début, le vicomte en décida également, comme le dit d'abord la comtesse. Il pensait qu'il était attiré par elle parce qu'elle ressemblait à sa mère. Mais le sourire de Linéa ne ressemble à aucun autre qu'il ait jamais vu auparavant. Elle est si brillante qu'il est impossible de la capturer sur toile et si charmante qu'elle contamine tout le monde de bonheur. Sa grâce pressa son visage contre le sien et la regarda dans les yeux. Son sourire n'appartient qu'à Linéa. Le beau-fils a embrassé la fille. Puis il expira et continua à parler. Alexis se rendit vite compte que ses sentiments pour la comtesse n'étaient pas les mêmes que ceux qu'il éprouvait habituellement pour sa belle-mère. Et là, sur la falaise, lorsque sa dame a demandé s'il pouvait fonder une famille, le vicomte n'a pas voulu anéantir ses espoirs. « Parce que je me suis menti tout ce temps. » Sa seigneurie a demandé à la jeune fille si elle pensait que c'était dégoûtant. Il lui tenait la tête dans ses mains, peignant les mèches de ses cheveux. Linéa regarda l'homme avec ses yeux verts et savait qu'elle ne devrait pas ressentir de joie à cause de sa confession, mais elle ne put s'empêcher de tendre ses bras tremblants et de le serrer dans ses bras. Ensemble, ils semblaient décoller du sol. La comtesse se serra contre lui, pensant qu'il avait besoin d'elle et de personne d'autre. Les amants s'embrassèrent profondément. Tard dans la nuit, alors que la lune s'était pleinement manifestée et remplissait tout de lumière, le comte Mattei et son frère se rendirent en calèche jusqu'à leur château. Seule Sophia la rencontrait près de la porte centrale. La servante ouvrit la portière et salua le maître. Elle s'inclina et dit qu'elle l'attendait. Édouard descendit de la voiture et regarda autour de lui. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme le rencontre, mais il espérait qu'il verrait son fils. Son Excellence a demandé où il était. Et c'est vrai ce que font actuellement la comtesse et le vicomte. À cette époque, la belle-mère et le beau-fils s'embrassaient passionnément à l'étage près du portrait de la mère d'Alexis. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. L'homme attrapa brusquement Linéa sous les hanches et la souleva, la serrant encore plus près de lui. La jeune fille expira et regarda le vicomte dans les yeux. Sa grâce a demandé si elle le regrettait. La comtesse lui caressa doucement l'arrière de la tête, puis lui prit le visage en coupe et l'embrassa sur la joue. Le vicomte rougit. Leurs regards se croisèrent à nouveau et ils s'embrassèrent. Sans se quitter des yeux, les amoureux s'approchèrent de la chambre et Alexis ouvrit la porte, où ils se laissèrent aussitôt sur le lit. Continuant à embrasser la comtesse, l'homme commença progressivement à dénouer les lacets de la robe. Lorsque ses lèvres descendirent sur le cou de la jeune fille, celle-ci frémit de plaisir. Le vicomte s'enfonça de plus en plus bas jusqu'à sa poitrine nue. Il se leva un peu pour ôter sa chemise. Linéa admira le torse nu de l'homme, puis tendit la main et toucha sa poitrine. La peau d'Alexis était si froide et douce. Sa grâce lui saisit la main, la porta à ses lèvres et l'embrassa. La comtesse rougit.
Puis il pressa la main de Madame contre son visage. Madame ne réalisait pas combien de temps Alexis devait attendre ce moment. Elle s'allongea devant lui, toute chaude et à moitié nue, et lui tendit les bras pour un câlin. Le vicomte rendit son baiser à la jeune fille. Les doigts de Linéa glissèrent le long du dos de l'homme, le caressant. Le beau-fils s'abaissa sur sa poitrine. Sa main, caressant les hanches de la jeune fille à travers le tissu de sa robe, releva sa jambe pour la presser encore plus fort contre elle. Le lit craquait sous les amants. Alexis continuait de caresser la cuisse déjà nue de la comtesse, s'élevant de plus en plus haut. Soudain, sa main tomba sur une ceinture avec un cadenas. Sa seigneurie se figea. Elle était gênée et, se couvrant rapidement, demanda d'attendre. Le vicomte était perdu. Il se recula un peu et précisa si son père avait ordonné cela. Linéa se détourna. L'homme s'est mis en colère et a dit qu'il le déchirerait. La jeune fille a couvert sa main avec la sienne et a expliqué que s'il cassait cet appareil, il serait révélé. Soudain, ils entendirent la voix du comte qui appelait sa femme. Il s'approchait déjà de la porte de la chambre. Les amoureux se figèrent en prévision de l'inévitable. La porte s'ouvrit avec un grincement. La serrure claqua. La porte s'ouvrit avec un grincement et le comte Matei entra dans la pièce. La pièce semblait vide. Édouard était un peu découragé. Soudain, sortie de nulle part, une voix de jeune fille se fit entendre saluant son maître. Elle avait l'air un peu échevelée. La comtesse n'attendait pas son mari aujourd'hui. Monseigneur a demandé à la jeune fille où elle venait d'être. Linéa a répondu qu'elle était dans la salle de bain. L'homme a remarqué que sa femme tenait les ficelles de sa robe. Le comte s'approcha de la dame et lui tira les cheveux en arrière, exposant ainsi son cou. Milady frémit. Le cou était un peu rouge. Son Excellence rit et retira sa main. Il se retourna et se dirigea silencieusement vers le lit. La fille avait peur. Édouard arracha brusquement les couvertures du lit. Mais ensuite, on frappa à la porte. Après que le monsieur ait appelé qui était là, la porte s'est ouverte et Walter est entré. Le vicomte dit que Sophia veut lui parler. Monseigneur fut surpris et regarda sa femme. Est-ce vraiment possible maintenant? Linéa se détourna. Le comte, sortant de la pièce, souhaita une bonne nuit à sa femme. Milady halta et s'excusa. Lorsque la porte se referma derrière son mari, la comtesse glissa lentement le long du mur jusqu'au sol, soupirant de soulagement. Elle toucha ses lèvres. Madame comprit qu'elle ne pouvait pas continuer à cacher ses sentiments. Alexis regardait la fenêtre ouverte de la chambre de sa belle-mère depuis l'extérieur, au pied du château. Il se souvint à quel point sa bien-aimée avait peur. L'homme a essayé de la calmer. Linéa avait même peur de penser à ce qui se passerait si son mari découvrait qu'ils étaient ensemble. Sa grâce a dit qu'il sortirait par le balcon. Et une fois de plus, il assura à la jeune fille que son père ne les attraperait pas. La comtesse avait encore des doutes et considérait cela comme dangereux. Ce n'était pas que sa seigneurie ne croyait pas son beau-fils, mais ce qu'il faisait. L'homme l'attrapa dans ses bras et la serra fort dans ses bras, la calmant. Toujours dans les bras de son amant, Linéa lui a demandé s'ils faisait la bonne chose. Alexis a répondu qu'ils étaient seulement honnêtes l'un envers l'autre et qu'ils n'avaient rien fait de mal. Il serra sa belle-mère encore plus près de lui. Le vicomte comprit sa peur. Il fallait donc au moins qu'il reste ferme. Sa grâce prit doucement le visage de sa bien-aimée. Il l'a regardée dans les yeux et lui a dit que seul Dieu peut lui dire ce qui est bien et ce qui ne va pas, puis il l'a embrassée. Alexis a demandé à la comtesse de ne pas fermer son cœur jusqu'à ce qu'elle reçoive le jugement du Tout-Puissant. Il continua le baiser, sachant qu'il la protégerait à tout prix, même s'il devait désobéir à son père. Dans une autre pièce du château, le comte et Walter rencontrèrent Sophia. Son Excellence était irritée. Il ne comprenait pas quelles autres nouvelles urgentes ne pouvaient pas attendre jusqu'à ce qu'il se repose. La servante regardait la lune à travers la vitre. Elle craignait que le jeune vicomte ne ruine les plans. Édouard ne comprenait pas ce que voulait dire la servante. Si seulement le maître avait vu à quel point son fils chérissait une épouse humaine. Pendant que le comte et Walter étaient absents, Alexis tenta d'aider la comtesse à s'échapper du château. Le vicomte sourit dubitativement. Était-ce vraiment vrai? Matei serra fermement sa canne et nota que cela était interdit. Le premier rituel approchait. Sophia était d'accord que la première lune de la rédemption approchait, qui se lèverait le 29e. Son Excellence devint pensive et ordonna à la servante de s'assurer qu'Alexis participe désormais au rituel. Il informera personnellement son fils des devoirs qu'il doit remplir en tant qu'héritier. La femme de chambre, éclairée par le clair de lune venant de l'extérieur de la fenêtre, rit et reconnut que c'était effectivement une excellente idée. Le lendemain, toute la famille Matei s'est réunie dans la salle à manger pour le déjeuner.
Le comte, comme prévu, s'assit en bout de table. À sa gauche était assis sa femme, et à sa droite son frère et son fils. Sophia a servi des boissons. La comtesse échangea un regard avec Alexis, qui lui rendit son sourire. Édouard remarqua que c'était la première fois que toute la famille se réunissait autour d'une même table. Le frère du comte, regardant sa belle-fille, remarqua qu'il était grand temps. Il rit, se souvenant de l'homme qui était venu voir le maître ce soir-là. Le jeune vicomte attrapa son verre et dit que la servante avait dit que sa présence était obligatoire ici. Peut-être que le père veut dire quelque chose. Matei a confirmé. Sophia versa du vin dans le verre vide de son Excellence. Le Seigneur a commencé à parler du fait que presque un mois s'était écoulé depuis l'arrivée ici de la mère d'Alexis. Le dernier jour du repentir, ils lui accompliront un rituel d'introduction, auquel le fils du comte devra également participer. Le gars était surpris. Monseigneur répondit qu'il était temps pour lui d'apprendre les devoirs d'un héritier. Alexis fronça les sourcils mais répondit qu'il comprenait. Linéa, qui observait son beau-fils, ne comprenait pas pourquoi il avait l'air si inquiet. Il devrait être heureux car il a finalement été autorisé à participer au rituel. Soudain, la jeune fille aperçut un morceau de papier sous l'assiette. Elle le sortit soigneusement et l'ouvrit sous la table. Il disait « Retrouvez-moi dans le jardin après ». La comtesse regarda le gars d'un air interrogateur. Walter surveillait attentivement sa belle-fille. Il remarqua les regards mutuels des tourtereaux et plissa les yeux. Après le dîner, Madame se promenait prudemment dans le jardin, regardant constamment autour d'elle. Soudain, derrière les buissons, elle fut soudainement saisie par la main et entraînée plus profondément dans le jardin. C'était Alexis. Il la serra contre lui sous l'arbre. Linéa avait peur que quelqu'un d'autre ait laissé le message. Le gars s'est excusé. Il était juste inquiet de la façon dont ils avaient rompu la nuit dernière. La belle-mère allait bien, mais elle lui a demandé pourquoi il était inquiet à table. Le vicomte répondit pensivement que tout allait bien. Ils se serraient l'un contre l'autre sous les branches étalées d'un arbre, le vent faisant doucement bruisser les feuilles. Alexis avait l'impression d'être dans un rêve, étant si proche de sa bien-aimée. Il s'approcha d'elle pour un baiser, mais la voix de Walter les interrompit. Il chercha sa belle-fille et l'appela. Les colombes frémirent. Linéa commença à murmurer que sa grâce se cacherait rapidement. Mais le gars ne voulait pas la laisser seule avec son oncle. Le jeune vicomte serra la main de la jeune fille, mais elle dit que ce serait bien pire si un parent les retrouvait ensemble. La dame lui a demandé de repartir. Les marches se rapprochaient. Walter sortit de derrière l'arbre. Il remarqua que la comtesse avait l'air inquiète, alors il lui demanda si elle avait eu de la compagnie ici. Milady se contrôla et confirma qu'elle était seule. Elle a demandé à l'homme pourquoi il la cherchait. Linéa a fait remarquer qu'elle ne connaissait pas son nom. Le vicomte reprit ses esprits. Il avait complètement oublié de se présenter. Il se pencha et prit la main de la comtesse, lui baisa les doigts et se présenta comme étant le frère cadet du comte, Walter Matei. La jeune fille lâcha sa main et dit qu'elle était heureuse de rencontrer ce monsieur. L'homme sourit et suggéra de l'appeler par son prénom car cela semblait plus intime. Linéa rougit. Comment peut-il suggérer une telle chose? Walter l'interrompit et lui dit qu'il n'était pas là pour plaisanter. Il montra un billet froissé. Il semblerait que la comtesse l'ait laissé tomber et qu'il soit venu le rendre. La dame était surprise et effrayée. Après tout, elle a jeté ce message à la poubelle en partant. Elle agrippa nerveusement le bas de sa robe, ne comprenant pas comment ce morceau de papier avait fini entre les mains du frère de son mari. L'homme a fait remarquer sarcastiquement qu'un comportement aussi scandaleux ne convenait pas du tout à une épouse fidèle. Et il voudrait savoir qui est l'impudent scélérat qui ose désirer la comtesse. La jeune fille chancela. Elle ne comprenait pas de quoi parlait son beau-frère. Walter se pencha vers elle, secouant un mot devant son visage. Il comprenait tout et était très intéressé par ce qui se passerait s'il montrait cela à son frère. Walter voulait que Miss lui dise la vérité. Il s'intéressait au compagnon de la jeune fille, qui avait réussi à se retirer. Face à une telle attaque, la femme aux cheveux bruns recula de peur. Elle était effrayée à l'idée que son beau-frère puisse découvrir la vérité. Continuant à tenir un petit morceau de papier devant son visage, Walter assura que la dame était comme un livre ouvert. Le frère du mari s'approcha de son visage. La jeune femme avait très peur. Il commença à murmurer quelque chose à l'oreille de la dame. De l'extérieur, il ressemblait à un couple en couple. Cela avait l'air un peu étrange. Cet homme a effrayé la femme aux cheveux bruns. « Ne dites rien, mademoiselle, a écouté Walter jusqu'à la fin sans l'interrompre. Il a dit qu'il aurait préféré cet arrangement. Les yeux rouges, les mêmes que ceux de son frère, regardaient triomphalement derrière le dos de la dame. Elle était tendue. Il y eut un bruissement.
Le brun s'éloigna un peu de son compagnon, et il a assuré qu'il avait dit tout ce qu'il voulait. Et maintenant, il voulait partir. Il se retourna, laissant la dame seule avec ses pensées pour réfléchir à ses paroles. Il a affirmé qu'ils se reverraient bientôt. Étonné et légèrement découragé, Linéa s'occupa du monsieur qui s'éloignait. Seuls pas ont été entendus. Tenant ce mot à la main et le relisant, notre héroïne se demandait si son beau-frère était réellement au courant de leur secret. Linéa pensait qu'à l'avenir, ils auraient dû être plus prudents. Soudain, une voix d'homme la sortit de ses pensées. Le jeune homme lui a demandé si elle allait bien. La femme aux cheveux bruns frissonna involontairement. Le monsieur vêtu d'une luxueuse veste noire se rapprocha de la jeune fille. La brune a affirmé qu'elle était visiblement devenue pâle et que cela le dérangeait. Quand Alexis remarqua avec quelle peur la jeune femme regardait le morceau de papier qu'elle tenait à la main, il devina immédiatement. Mais j'ai décidé de clarifier d'abord. Bégayant, la dame commença à s'excuser. Elle a dit qu'elle avait jeté le message. Mais je ne pensais pas qu'un homme la retrouverait dans une poubelle. Ensuite, Linéa a commencé à s'excuser. Prenant ce malheureux morceau de papier de ses mains fragiles, Alex dit qu'il n'y avait pas lieu de s'excuser. Ce gentleman omniprésent s'est toujours intéressé aux épouses de son père. Serrant avec irritation ce message dans son poing, le jeune homme assura à son compagnon de ne pas s'inquiéter. Jetant à nouveau un doux regard à Linéa, il lui assura qu'après tout, son oncle ne les avait pas vus ensemble. Il sera donc difficile de prouver quoi que ce soit. Se noyant dans les bras du jeune homme, la comtesse acquiesça. Alexis lui caressa doucement les cheveux. Quelque temps plus tard, Milady était de nouveau au domaine Mattei, et elle réfléchit à ses propres pensées. Il s'est avéré que le gars avait raison. Même si elle n'en connaissait pas la raison, eh bien M. Walter n'a jamais rien dit à son mari de ce qui s'était passé dans le jardin. La femme aux cheveux bruns détendus était dans ses appartements. À ce moment-là, la femme de chambre coiffait soigneusement ses cheveux. En pensant que plusieurs jours s'étaient déjà écoulés, mais que rien ne s'était passé, la jeune fille l'interrompit. Je me tourne vers la dame. La servante dit que son Excellence voulait lui transmettre un message. En pensant à son mari, elle frissonna, prenant un autre pinceau pour continuer son travail. Expliqua la servante. Le mari voulait la voir afin de préparer le rituel d'aujourd'hui. Cette action devait avoir lieu aujourd'hui à minuit. Le comte voulait que sa femme purifie son corps et son âme. En étant de nouveau dans ce bain, Linéa pensa qu'il faisait aussi chaud ici qu'avant. Ses joues sont devenues roses lorsqu'elle s'est soudainement souvenue de ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle était ici. Ce jour-là, Madame était trop gênée et ne pouvait même pas vraiment aller à l'eau. Elle pensait qu'elle aurait dû se détendre cette fois. Tirant Linéa de ses pensées, une voix masculine basse se fit entendre derrière elle. Il a appelé la dame par son nom. Remarquant à nouveau que le jeune homme était presque entièrement nu et qu'une seule serviette pendait sur ses hanches, la dame fut embarrassée. La comtesse embarrassée cria d'effroi, puis la jeune fille détourna le regard pour ne pas le fixer. Linéa s'est excusée, et elle a insisté sur le fait qu'elle pensait qu'il n'y avait personne ici. Se couvrant le visage avec sa main pour que le jeune homme ne remarque pas son embarras, elle commença à marmonner quelque chose. Ici, il tendit la main et toucha l'épaule de son compagnon. Sa main glissa d'abord le long du cou de la dame, après quoi elle descendit lentement sur les belles épaules. Le monsieur a interrompu toutes les tentatives absurdes d'objection, et il a dit qu'il était aussi venu se purifier avant le rituel. En regardant dans ses yeux verts pleins d'embarras et de surprise, Alexis devina qu'elle était là pour la même chose. Libérant le corps de sous sa main, le jeune homme précisa. Il pensait qu'après ce qui s'était passé ce jour-là, Linéa n'était plus à l'aise avec lui. Sans attendre aucune réponse sensée de son interlocuteur, il a assuré qu'il avait déjà fini de nager et qu'il repartirait le premier. Milady était visiblement inquiète pour quelque chose. Elle voulait en parler au gars. Cependant, j'avais peur de quelque chose. En lui tendant les mains, les souvenirs de cette conversation dans le jardin avec Walter refont soudainement surface dans sa mémoire. Ces paroles étaient pleines de menaces. Le beau-frère a déclaré que son premier rituel aurait bientôt lieu. Linéa devait bien se comporter. Bien sûr, si elle ne voulait pas de problème. Indécise, la main de la jeune fille serra le poing. Dans le doute, elle se demandait quoi faire ensuite. La femme aux cheveux bruns voulait désespérément dire à Alexis que tout allait bien, mais ses pensées anxieuses ne la laissaient pas partir. Pendant qu'elle réfléchissait, le monsieur s'éloignait de plus en plus. La comtesse avait terriblement peur qu'on puisse encore les voir ensemble. Cependant, malgré toutes ses craintes, Madame a fermement décidé. Son envie de toucher la brune était supérieure à ses peurs. Alors, pour ne pas rater sa dernière chance,
Elle courut vers le jeune homme et passa ses bras autour de sa taille par derrière. Alexis lui-même fut surpris de cet élan. Avec une petite hésitation, il prononça le nom de la fille d'un ton interrogateur. Diverses pensées lui traversèrent la tête. Malgré tout, Linnea voulait finalement que son compagnon la serre dans ses bras. À ce moment-là où ses mains se fermèrent en une mèche près de son nombril, il ne put même pas terminer la phrase, embarrassé. La question de savoir ce qu'elle avait fait restait en suspens. Regardant la voix d'Alexis, Miss leva son regard confiant et lui demanda s'il resterait avec elle. Il faisait déjà nuit noire dehors. On pouvait entendre le grognement silencieux de quelqu'un. Le jeune homme blond appela le commandant. Il y avait un autre gars debout à côté du blond. Il a demandé à Evan s'il aimerait assumer le rôle de commandant pendant un certain temps. En se grattant la tête, il a répondu que ce n'était pas le moment de plaisanter. Il ajouta ensuite que le scélérat Walter n'avait même pas encore commencé les recherches dans le Nord sur ordre de Sa Majesté. Et quant aux informations sur sa fiancée, que le blond lui a récemment demandé, il avait aussi une réponse. Il s'est avéré qu'un témoin avait vu une jeune fille se diriger vers son château il y a environ un mois. Surpris que ce soit à ce moment précis, le jeune homme aux yeux bleus répéta les derniers mots. Il y eut un bruissement. Le jeune homme à cheval leva la tête vers le ciel. Puis il commença à regarder. Un cercle blanc brillait dans le ciel. C'était la première lune de repentance. Elle ne se leva et ne se coucha que dans la nuit du 29. La blonde réalisa qu'aujourd'hui cette date fatidique était déjà arrivée. Et il a dit que cette femme était désormais en danger. Pendant ce temps, dans le domaine sombre et inhospitalier de Matei, la femme aux cheveux bruns suivit attentivement son mari dans les longs couloirs. Pendant tout ce temps, le comte Édouard n'a pas prononcé un mot. Par conséquent, la jeune fille pouvait penser à sa manière. Elle voulait voir la chapelle. Et elle espérait qu'Alexis l'attendait déjà. À un moment donné, arrachant son compagnon à ses pensées, le brun se tourna soudain vers sa femme. Une question a été entendue. La jeune femme est-elle restée fidèle aux principes des enseignements de Thiab? Agrippant ses mains parce qu'elle était nerveuse, Linnea marmonna quelque chose sans rapport. Après quoi je me suis posé une question. À quand remonte la dernière fois qu'elle a lu les Écritures? Soudain, elle se souvint d'un événement récent dans les bains publics, et la façon dont elle a demandé au jeune homme de rester avec elle. Comment elle et M. Alexis sont devenus proches. Après cela, Madame a délibérément prétendu qu'elle ne connaissait pas la doctrine. Alors maintenant, je suis perdue. Doit-elle quand même avouer? Ou est-ce que cela pourrait être une erreur? Ayant finalement décidé de répondre, après être restée silencieuse pendant un certain temps, Linnea répondit par l'affirmative. En observant sa réaction, le mari a précisé si c'était vrai. Puis il rit. Tout cela l'amusait. Il y a eu un déclic. La main d'un homme ganté blanc ouvrait la serrure. Le comte a exprimé l'espoir que sa femme ne le décevrait pas, lui et leur famille. En attendant l'action, la femme brune n'a rien répondu. Je viens de regarder l'ouverture du mécanisme. À ce moment, elle entendit un craquement. Linnea marchait le long d'un chemin sombre qui traversait toute la salle. Certaines personnes se tenaient déjà au loin. Leurs pas résonnèrent dans la pièce. Au moment où le couple commença à s'approcher, presque toutes les personnes présentes se turent par anticipation. Monsieur Alexis, qui se tenait parmi cette foule, jeta un regard inquiet à la jeune fille. Voyant que le jeune homme était également présent, la femme brune rendit son regard mais ne le montra pas. Lorsque Linnea entendit à nouveau une voix sévère lui demandant de passer, elle obéit machinalement à l'exigence. Son Excellence se tenait près de la statue, et il dit qu'elle avait été créée à l'image de la pèlerine Thiaba. Désormais, pour qu'un étranger fasse partie de leur famille, il doit lors du premier rituel lui prouver qu'il a été purifié de toute saleté. Si la dame a sincèrement accepté la foi, le pèlerin pleurera des larmes d'expiation pour Linnea. La femme aux cheveux bruns regarda simplement la statue pendant un moment. Le mari ordonna de poser sa main sur la joue en marbre. Sans vraiment y penser, la dame tendit la paume vers cette sculpture. Il y avait de la peur dans ses yeux. À ce moment, son cœur battait à tout rompre. Les battements de mon cœur résonnèrent dans mes oreilles. Elle se souvint soudain de tous les moments du temps passé avec Alex. L'image qui est venue à l'esprit de Linnea de manière particulièrement vive était celle où la jeune brune l'avait embrassée. La dame était très inquiète, mais la main de la maîtresse reposait néanmoins sur la surface blanche comme neige de la statue. Toutes les personnes présentes se figèrent d'anticipation. Édouard Mathey s'en aperçut et devint furieux. Ses yeux se plissèrent, et sa mâchoire se serra jusqu'à ce qu'il entende un grincement. L'homme enragé se tourna vers Sophia, qui se tenait à distance. La jeune fille frémit. Elle s'est d'abord excusée, puis elle a commencé à trouver des excuses. Après avoir ramassé la robe, la brune s'approcha de Linnea.
Elle a demandé comment cela était possible. Après tout, la dame passait des heures à lire les Écritures. À ce moment, Alexis s'approcha doucement d'eux par derrière. Séparant la servante de sa bien-aimée avec sa main, il déclara que c'était suffisant. La jeune femme aux yeux rouges leva son regard vers le maître avec rage. Mais Sophia ne pouvait vraiment rien dire. Les émotions l'ont submergée. À ce moment, le mari s'est approché. D'accord avec son fils, il a fait valoir qu'il ne servait à rien de discuter de quoi que ce soit maintenant. Le comte déclara que ceux qui ne se repentiraient pas ne porteraient aucun fruit. Une arme spéciale était visible dans ses mains. La sangle et la chaîne ont glissé dans mes mains. La phrase suivait que, cependant, ceux-là pouvaient laver leurs péchés jusqu'à ce qu'ils atteignent le plaisir du Seigneur. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent de peur. Elle tremblait presque. La dame était alarmée par tout ce qui se passait. En réponse à l'ordre de son Excellence, Voltaire attire la comtesse vers lui. L'homme réagit si vite que Linéa n'eut même pas le temps de vraiment comprendre quoi que ce soit. À un moment donné, les mains de la femme brune étaient déjà liées. La ficelle s'enroula autour de ses poignets avec une rapidité surprenante. Pendant un certain temps, la jeune fille essaya de se battre. Elle supplia d'arrêter, mais Walter l'avait déjà sécurisée autour de la sculpture. Son neveu était également indigné. Remarquant une réaction aussi violente de la part de son fils, son Excellence a demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En balbutiant, Alexis répondit que c'était impossible de faire ça. À ce moment, les yeux de la femme brune, pleins de désespoir, se tournèrent vers son amant. Ce désespoir inquiétait beaucoup le jeune homme. Debout sur le côté, un bruit se fit entendre comme si quelque chose coupait l'air. La brune vit ce moment comme de l'extérieur. Alors le fouet frappa le premier coup. Linéa essayait de ne pas penser à quel point c'était douloureux. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais cela ne s'est pas arrêté d'un seul coup. Après cela, la victime a de nouveau entendu des clics. Le corps de la jeune fille brûlait de feu. Des traces de sang écarlate étaient déjà visibles sur son dos. À un moment donné, la pensée lui vint de savoir si cela la libérerait réellement de ses péchés. Mais soudain, la jeune fille aux cheveux bruns entendit quelque chose se passer derrière elle. Elle a également noté que le coup qui a suivi n'a pas eu lieu et a osé regarder en arrière. À ce moment-là, son amant se retourne contre son père. Alexis essaya d'arracher ce malheureux fouet des mains du comte. Les yeux du jeune homme étaient pleins de détermination. Il n'avait pas l'intention de voir sa bien-aimée souffrir. Un son aigu parvint aux oreilles du jeune maître. Le fouet traversa l'air à une vitesse incroyable. Alexis regardait cela avec des yeux pleins d'horreur. Il ne comprenait pas quelle était la scène qui se déroulait devant lui. Le père leva de nouveau la main dans laquelle se trouvait l'arme. Le brun pensa qu'il était obligé d'arrêter l'homme. Mais il fallait le faire immédiatement. Tournant la tête, Alexis tourna son attention vers les autres. Toutes les personnes présentes ici ont presque ri. La question se posait dans son esprit. Pourquoi personne n'avait rien fait? S'arrachant à eux, le jeune homme tourna son regard vers son oncle qui se tenait à proximité. Il regardait avec un sourire. Ce n'est que maintenant qu'il réalisa enfin toute la vérité. Il s'est avéré que seule la véritable essence du rituel lui était cachée, ainsi qu'à Linéa. Sortant son neveu de ses réflexions sur ce qu'il devait faire, Walter toucha l'épaule du gars. Il y avait une expression folle écrite sur son visage. La bouche de l'homme s'éclaira d'un sourire. Il a dit qu'ils étaient très excités par le claquement du fouet. Son Excellence a continué à battre la dame. Mon oncle disait que la peur et le sang des gens leur procuraient une joie sans limite. À cet instant, le cœur du brun battait furieusement à cause de l'inquiétude pour sa bien-aimée. Considérant cela à sa manière, Walter a déclaré que les battements du cœur de son neveu en étaient la preuve. Essayant de se justifier, Alexis commença à marmonner que ce n'était pas vrai du tout. De colère, il serra les poings. Après quoi, laissant le parent anormal, le jeune homme courut droit vers son père afin de prendre quelques mesures. À ce moment, il cria à son oncle qu'il n'était pas du tout comme eux tous. Après quoi, il commença à retirer le fouet des mains du comte-père Alexis, les yeux pleins de détermination. Essayant d'arrêter ses actions anormales, il commença à supplier son père d'arrêter. Édouard Mateille est également devenu furieux de cette action. Le fils aurait dû être de son côté et non défendre cette jeune femme. En grinçant des dents, il commença à retirer et à lui retirer son fouet. La jeune brune ne voulait pas y renoncer. Cependant, le décompte s'est avéré encore plus fort, malgré son âge avancé. Il se demandait comment Alexis avait osé se mettre en travers de son chemin. Cette fois, le majestueux gentleman leva son arme pour ne pas frapper sa femme. Des gouttes écarlates coulaient sur le sol froid. Pendant quelque temps, le jeune homme regarda son père en silence. Puis il tourna son regard vers sa main blessée.
Du sang coulait également de sa joue. Interrompant cette discussion flagrante, l'assistante Sophia, après avoir contrôlé la femme aux cheveux bruns, lui a signalé qu'elle avait perdu connaissance. Et elle a demandé si elle avait besoin d'être réveillée. S'approchant ensuite de sa femme, Edwin donna un coup d'épaule à l'héritier. Méprisant son fils unique, il lui ordonna de s'éloigner. Prenant sa femme, qui était déjà inconsciente depuis un certain temps, il lui tendit la main en direction de la statue. Le comte Mataei avait l'intention, après cette dure punition, de voir si ses péchés avaient changé. Il posa la paume pâle de la jeune fille sur la joue de la sculpture. Maintenant, enfin, tous les péchés étaient complètement accomplis. En signe de cela, du sang écarlate coulait des yeux de la jeune fille en marbre blanc. Après cela, son Excellence était ravi. Il déclara qu'ils avaient désormais terminé le rituel. Et il demanda à la servante d'emmener la dame. Exécutant immédiatement l'ordre qui lui était venu, Sophia s'approcha et souleva sa maîtresse par les bras. Puis elle est venue la chercher. Malgré l'apparente fragilité, la servante a pu le faire sans trop d'efforts. Ravie de cette tournure des événements, la servante repartit avec un sourire joyeux aux lèvres. À ce moment-là, en quittant la pièce dans laquelle, comme le gars l'a découvert aujourd'hui, des choses si terribles se produisaient, la jeune fille ne l'a même pas regardée. Finalement laissée seule dans la pièce avec mon propre père, il était temps de parler. Pendant quelque temps, il rassembla ses pensées. Le jeune homme en colère commença à parler. Maintenant, il comprenait ce que son père faisait aux gens. Ou plutôt, avec les épouses qu'il a amenées ici. Comme le comte lui tournait d'abord le dos, il se retourna par-dessus son épaule. Et il a demandé ce qui n'a pas plu à Alexis. Et il a dit qu'il savait lui-même que leur famille et leur environnement n'étaient pas des gens ordinaires. Maintenant, il remarquait cette nouvelle égratignure sur la joue de son fils. Il a été appliqué assez récemment, mais il a déjà complètement guéri. Edwin a déclaré que leur famille avait réussi à préserver son essence et à conserver une force extraordinaire. Et tout cela grâce à une petite graine de sang. Repentir, expiation et enfin sacrifice. Et seuls ceux qui suivaient fidèlement les instructions du Seigneur pouvaient créer ce grand don. Mais maintenant se pose la question de savoir comment recevoir ce cadeau. Il s'est avéré que le seul moyen était de sacrifier quelqu'un. Alexis se souvenait désormais des vieux mots. Il a cité « Seuls ceux qui ont été sacrifiés à la frontière de la vie et de la mort ont porté du fruit. » Le sens commença à lui venir à l'esprit. Cette expression n'était pas qu'une simple métaphore. La comtesse devait donc mourir. En réponse à cette question ridicule, le comte Mattei ordonna à son fils de se réveiller. Ce n'était que de sa faute s'il avait fermé les yeux, même s'il y avait de nombreuses occasions de découvrir la vérité. En réfléchissant à ces paroles, le jeune homme ne comprit pas ce que voulait dire son père. Il commença à demander, mais le comte l'interrompit. En réponse, sans donner de réponse claire, Edwin posa une question. Il était intéressé par l'idée de la raison pour laquelle Alexis avait été appelé ici aujourd'hui. Au début, le jeune homme a admis avec audace qu'il en était enfin digne. Mais j'ai entendu une réponse négative. Papa lui a attrapé l'épaule. Malgré tout cela, cette femme, Linnea, était déjà prête. Riant au nez de son fils, la brune le remplit de peur. Regardant les yeux rouges vifs d'Alexis, le comte demanda avec jubilation s'il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Le père assurait que cette jeune femme serait bientôt sacrifiée pour créer une graine de sang destinée à Alexis lui-même.